L'histoire commence à Nagasaki avec un vieil homme marchant aux côtés de ses deux gardes personnels, quand soudain un samouraï déguisé apparaît devant eux. Un garde laisse tomber une lanterne et tous deux dégainent leurs épées pour protéger leur maître. Mais le samouraï est plus rapide, tranchant rapidement leurs coups avant de tuer également le vieil homme. Après avoir terminé sa mission et s'être éloigné, le samouraï tire une pièce d'or de la poche du vieil homme avec des mains tremblantes, la mord fortement, puis le vieil homme meurt. Peu après, quelqu'un arrive sur les lieux et prend la pièce d'or du mort. La scène se déplace vers le samouraï, assis sous un pont, regardant pensivement son poignard. Une voix familière interrompt ses pensées, la même personne qui a pris la pièce d'or. Cet homme s'excuse d'avoir dérangé, se présente comme Yuen, et le samouraï répond en se nommant Korima et en disant qu'il sert le seigneur de Satsuma. Yuen reste silencieux un moment. Korima demande pourquoi il lui parle. Yuen dit qu'il travaille en rendant divers services dans la région et mentionne qu'il y a des marchands compétents désireux de le servir. Puis il ajoute que, plus simplement, il fait partie d'un groupe de gens travailleurs qui accomplissent des tâches. Korima demande pourquoi il en parle. Yuen explique que des rumeurs circulent sur un samouraï sévère qui rôde dans la région ces derniers temps, ce qui inquiète les habitants au point de l'engager pour enquêter sur ce samouraï. Puis Yuen demande pourquoi Korima dort sous le pont au lieu de séjourner dans une auberge, se demandant s'il évite les regards indiscrets. Korima répond fermement qu'il a tué un homme. Yuen ne réagit pas avec surprise. Au lieu de cela, il souligne que le pont n'est pas un endroit sûr pour se cacher, surtout pour quelqu'un qui a rompu un serment. Korima justifie son action en disant qu'il a reçu l'ordre de tuer cet homme car c'était son devoir d'éliminer les traîtres menaçant le clan. Yuen s'approche de Korima et lui dit que ce qu'il a fait était légal et faisait partie de son devoir, mais se demande pourquoi il se cacherait sous le pont si c'est le cas. Korima baisse la tête et Yuen continue en disant qu'il peut rentrer chez lui la tête haute. Korima admet tristement que l'homme qu'il a tué comptait beaucoup pour lui, donc il ne peut pas affronter ceux qui connaissaient la victime. Yuen s'approche, disant avec compréhension que cela explique pourquoi Korima a du mal à tourner la page malgré ses compétences dans son travail. Après une pause, Yuen ajoute qu'il est impossible de résoudre des problèmes en restant assis sous un pont. Touché par les mots de Yuen, Korima réalise à quel point il a été insensé de passer son temps à bouder seul. Yuen lui demande de considérer leur conversation comme un autre des nombreux services qu'il offre. Korima se lève en remerciant Yuen pour ses conseils. Yuen lui souhaite bonne chance. Alors que Korima continue, des partisans de Matsumini bloquent son chemin. Korima s'arrête, demandant s'ils sont là pour l'accompagner, en s'inclinant et en saluant. Un homme descend de cheval et remercie Korima, admirant la facilité avec laquelle il a tué le père de sa fiancée. Korima répond que, quelle que soit sa relation avec l'homme, cela devait être fait parce que le père était impliqué dans le commerce sale de l'opium. L'homme loue la loyauté de Korima et dit qu'il a un dernier devoir à accomplir. Puis il sort un pistolet et ses hommes sortent les leurs, les pointant sur Korima qui reste stupéfait. Korima demande ce qui se passe et l'homme le traite d'idiot en disant qu'ils auraient pu l'utiliser si c'était la période des états en guerre. Korima demande pourquoi ils font cela et l'un d'eux répond qu'il devrait demander à Hirata, le père de sa fiancée, dans la prochaine vie. Alors qu'il tire, Korima saute d'une falaise et tombe dans la rivière. L'un d'eux remarque que Korima ne peut pas survivre. Étonnamment, l'assistante de Yuen, Miu, sauve Karima de l'eau en utilisant les fils de son cerf-volant. Elle admet qu'elle a été un peu lente, mais dit à Karima que s'il veut mourir, ce ne devrait pas être devant elle. Karima se réveille plus tard chez Yuen et demande si Yuen l'a sauvée. Yuen répond qu'il a rendu de nombreux services, mais pendant la journée, il fabrique des objets laqués dorés en utilisant la technique du maquillé et demande qui ils sont exactement. Yuen répond qu'ils appartiennent à un monde où les gens apprennent des secrets sur le côté caché de Nagasaki que les étrangers ne connaîtraient pas. Puis Yuen fait face à Karima en disant qu'il ne nie pas qu'un membre du clan Satsuma traite secrètement de l'opium avec des commerçants anglais, mais que Hirata enquêtait pour découvrir la vérité. Karima est choqué. Yuen continue, disant que ce qu'il lui dit maintenant est différent de ce qu'il a entendu auparavant, prouvant qu'il a été trompé par Matsumini, le trésorier de Satsuma, qui lui a ordonné de tuer Hirata parce que Hirata était le cerveau derrière le trafic d'opium. Karima serre les dents. Yuen ajoute qu'Hirata était sur le point d'obtenir des preuves quand l'effondrement de Karima l'interrompt, demandant pourquoi Yuen l'a sauvé. Yuen demande si Karima préférait la mort. Karima répond qu'il a été trompé pour tuer le père honorable de sa fiancée et se demande comment il peut vivre avec une telle honte. Yuen demande si Karima n'est pas contrarié que Matsumini garde sa position et vive librement. Karima ouvre les yeux de surprise. Yuen admet qu'Hirata a obtenu son aide avant de mourir, puis sort le morceau d'or qu'Hirata a mordu avant de mourir. Il dit à Karima que Hirata voulait qu'il arrête le plan de Matsumini s'il mourait de manière inattendue. Karima reste silencieux. Yuen dit que le plan est de s'introduire dans le manoir de Matsumini et que ce travail nécessite un travail d'équipe. Karima veut-il aider? Peu de temps après, Karima rejoint Yuen pour aider. Pendant ce temps, ailleurs, des gens parlent de ce qui est arrivé à Yui, la fille de Hirata, la plaignant d'avoir perdu à la fois son père et son fiancé en même temps. Une femme dit que Yui semblait brisé lors des funérailles. Karima et Yuen passent,
Et Yuen essaie de réconforter Karima en disant qu'il vaut mieux que Yui ne sache pas que Karima est vivant maintenant. Karima répond qu'il ne peut pas lui faire face de toute façon. La scène change. Karima explique le plan du manoir de Matsumini à Yuen en soulignant que l'entrée de service n'est pas bien gardée tandis que l'entrée principale est fortement gardée. Il note qu'un petit groupe pourrait se faufiler par la porte de service et surprendre les gardes. À ce moment-là, les compagnons de Yuen, Suji et Mu observent la conversation. Yuen dit à Karima d'attendre là, ses blessures sont encore fraîches et il ne peut pas agir imprudemment. Pendant ce temps, Matsumini boit avec ses hommes en discutant du meurtre de Hirata par le fiancé de sa fille, qui est devenu le sujet de conversation à Nagasaki. Matsumini dit que le meurtre a été facile puisqu'il a l'habitude de traiter avec des guerriers bornés comme Korima. Un homme ajoute qu'envoyer un taureau pour abattre les ennemis est un plan efficace. Pendant qu'il parle, les compagnons de Karima sont déjà partis pour prendre d'assaut le manoir de Matsumini. Karima se prépare à les suivre. Un médecin, membre du groupe de Yuen, le regarde partir et dit que cela ne fait pas partie du plan. Chez Matsumini, les boissons viennent à manquer et un homme part en chercher d'autres. Remarquant que les lumières sont éteintes et que l'atmosphère est étrange, il trébuche sur un cadavre. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, Mew l'étrangle avec les fils de son cerf-volant. Ailleurs, Suji et Yuen poursuivent le reste des hommes de Matsumini. Yuen place un masque en maquillé doré sur le visage d'un homme, puis prie un saint qui prend la vie de l'homme. Ensuite, le groupe rejoint Mew et réalise que Karima les a trompés quand il a dit qu'il n'y avait pas de cachette secrète dans le manoir. Karima a gardé ce secret pour lui et poursuit Matsumini seul. Karima dit qu'il écoutera si Matsumini veut s'expliquer. Matsumini pointe une arme sur Karima, mais Karima saute rapidement et lui tranche le cou. Plus tard, Yuen et ses compagnons trouvent le corps de Matsumini. Le docteur est convaincu que c'était le plan de Karima depuis le début. Mew demande si le plan de Karima était d'attirer Matsumini pour se venger. Yuen est d'accord que cela semble être le cas. Suji se demande ce qu'ils diront à la chapelle et comment expliquer que Karima a volé leur cible, c'est-à-dire Matsumini. Le docteur dit que ce qui compte, c'est que le travail soit fait, peu importe comment. Au même moment, Karima court vers la maison de sa fiancée, pensant qu'il n'avait pas réalisé ce que faisait Matsumini, et qu'il a tué le père de Yui par erreur, mais qu'il l'a vengé et qu'il va arranger les choses. Quand Karima arrive, il trouve Yui poignardée au cou, du sang partout. Il se précipite vers elle, brisé, disant qu'il avait tant à expier. Karima commence à se remémorer ses souvenirs avec Hirata et Yui. Pendant qu'il s'entraînait à l'escrime, Yui préparait du thé pour lui et son père. Hirata était reconnaissant envers Korima et disait à Yui que Korima était dévoué à son entraînement pour la famille. À ce moment-là, Karima a promis à Hirata qu'il brandirait son épée uniquement pour Yui. Revenant au présent, Karima s'assit dans une auberge, se blâmant et se demandant pourquoi Yui était morte alors que c'est lui qui aurait dû mourir. Pendant ce temps, Yuen était dans l'église, présentant une pièce d'or mordue à la chapelle et recevant une bénédiction sacrée après que le prêtre ait prié dessus. Le prêtre loua le récent acte de vengeance de Yuen, mais fut surpris que quelqu'un de son groupe ait de telles compétences à l'épée. Yuen se tue, et le prêtre ajouta que la vengeance était un péché destiné uniquement aux fidèles de Dios. Yuen baissa la tête jusqu'à ce que le prêtre lui rappelle que Dios observe tout depuis son siège au ciel et qu'ils doivent toujours s'en souvenir. Le saint récompensa Yuen et ses compagnons pour avoir mené à bien la mission de vengeance. Quand Yuen retourna auprès de son groupe, Suji demanda où était le reste de la récompense, tandis que Nio se demandait si Yuen ne leur donnait que des miettes. Yuen a dit que le montant était correct et a désigné 2 sacs devant eux, chacun contenant 50 mondes. Nio s'est plaint que ce n'était pas juste et a commencé à compter les pièces d'argent. Suji a noté que puisqu'ils étaient 4 personnes, le compte était faux. Yuen a dit qu'il avait oublié quelqu'un en plus. Choqué, Suji a demandé si Yuen parlait de ce vaurien de samouraï, Karima. Suji a alors crié que Karima les avait trahis et volé leur objectif. Alors pourquoi lui pardonnait-il et partageait-il la récompense? Nio était d'accord et a suggéré de tuer Karima avant que le prêtre ne découvre qu'il avait tué Matsumini. Yuen a répondu que le prêtre le savait déjà. Suji et Nio ont crié d'incrédulité. Puis Suji s'est demandé ce qui leur arriverait et quelle punition ils subiraient. Yuen a dit qu'ils allaient simplement s'assurer que tout le monde dans l'équipe reçoive sa récompense. Nio a demandé pourquoi Karima était même autorisé dans leur groupe et s'il ne pouvait pas simplement tuer Karima. Suji a fermement approuvé, disant que Karima était un méchant qui n'avait pas seulement tué un coéquipier, mais avait aussi tué le père de sa fiancée sur de fausses accusations de trafic d'opium. Suji a ensuite demandé à Yuen pourquoi il n'avait pas simplement tué Karima. Yuen a dit que Karima avait été induit en erreur et croyait que l'ordre de tuer Hirata venait du gouverneur. Suji a soutenu que ce n'était pas une excuse. Personne ne peut tuer des innocents et prétendre avoir été mal guidé. Yuen a demandé ce que Suji suggérait, mais Suji n'avait pas de réponse. Il a pris son sac d'argent et est parti, disant qu'il avait un pari à faire pour compenser le salaire de triche. De l'autre côté, un médecin examinait une patiente nommée Mana. Il lui a dit qu'il savait qu'il l'avait déjà dit, mais qu'elle devait renforcer sa force ou elle ne s'améliorerait jamais. Puis, se tournant vers Mana, il insista sur le fait qu'elle devait manger suffisamment de ce qu'elle aimait. Mana sourit, disant qu'il essayait juste de lui faire vivre ses derniers jours dans le luxe. Le docteur l'avertit que penser ainsi ne l'aiderait pas, mais Mana lui dit d'arrêter d'essayer de la tromper. Elle pouvait toujours dire quand les hommes mentaient à cause de son travail. Elle a dit qu'elle avait déjà mangé son dernier repas. Mana a ouvert une boîte et en a sorti une pièce d'or, l'offrant au docteur qui était choqué. Elle lui a dit qu'elle avait récemment entendu parler de gens qui se vengeaient en échange de pièces d'or mordues. Elle a demandé s'il connaissait ces gens-là. Le docteur a demandé qui elle détestait à ce point.
Mana a dit qu'elle détestait un vaurien nommé Inohachi, son mari. Ajustant ses lunettes, le docteur lui a demandé son histoire de vengeance. Mana a expliqué que les filles sont très naïves quand elles sont jeunes. Son mari prétendait être le chef du bureau de l'important homme d'affaires Tenmu Koya. Comme il était beau et avait la parole facile, elle l'a cru et est devenu son jouet. Mais le jeu s'est terminé quand elle l'a épousé. Il était noyé dans les dettes de jeu. Elle a découvert qu'il devait de l'argent à son patron, Tenmu Koya, et que c'était tout un stratagème entre eux pour s'emparer de tout son héritage de son père. Elle a posé sa main sur la boîte avec la pièce d'or et a dit qu'elle avait tout perdu, sauf ce qu'elle avait dépensé pour obtenir cette pièce d'or. Puis, la pipe de Mana est tombée et elle a commencé à saigner de la bouche. Elle a supplié le docteur de prendre sa revanche. Pendant ce temps, Karima a demandé à Yuen comment il avait trouvé l'auberge où il séjournait et ce qu'il y avait dans les sacs. Yuen a dit qu'ils étaient sa récompense pour service rendu. Karima a dit qu'il ne se souvenait pas avoir aidé avec le travail de Lac. Yuen lui a rappelé qu'ils avaient parlé d'un autre travail. Karima a demandé s'il parlait de travaux divers. Yuen a dit qu'il parlait du travail de vengeance. Yuen a expliqué que si quelqu'un avait besoin de vengeance, il le montrait en laissant des marques dedans sur une pièce d'or. Les Vengeurs prenaient cette pièce et s'occupaient de la vengeance. C'est pourquoi ils se sont appelés les Avengers. Karima a dit que cela ne semblait pas être un travail légitime. Yuen a dit que c'était toujours un meurtre, mais qu'il y avait des rancunes dans le monde qui devaient être réglées et des personnes mauvaises qui avaient besoin d'être punies. Karima a admis qu'il avait tué Matsumini par vengeance. Yuen comprenait que tout le monde ne pouvait pas accepter de se venger pour un étranger contre de l'argent. Karima resta silencieux, alors Yuen demanda s'il voulait dégainer son épée pour ceux qui avaient besoin de vengeance. Karima demanda s'il voulait qu'il tue pour de l'argent. Yuen a dit que la pièce d'or mordue pourrait être de l'argent, mais peut-être pas, car elle mesurait la profondeur de la rancune. Puis Yuen a tenu une pièce d'or mordue devant Karima et a demandé s'il voyait la morsure laissée par leurs clients sur l'or comme juste une marque laissée pour un groupe de tueurs à gages. Yuen a ensuite emmené Karima à la hutte de Mana. Karima a demandé si ce qu'il voyait était un enterrement. Avant que Yuen ne puisse répondre, le docteur s'approcha de Karima, inquiet qu'il tombe malade à force de ne pas bien manger ou dormir. Karima ignora le docteur et demanda à propos des lumières, puisqu'ils étaient à un enterrement. Le docteur dit qu'il n'y avait pas d'argent pour un enterrement digne. Il croisa les mains et dit que tous les quartiers rouges n'étaient pas comme Maruyama, certains étaient comme l'enfer. Les gens travaillaient pendant des années pour peu d'argent. Mana avait rassemblé ce qu'elle pouvait, y compris les frais de ses funérailles, et avait dépensé tout ce qu'elle avait pour obtenir la pièce d'or. Karima réalisa alors que la pièce d'or qu'il avait vue plus tôt appartenait à Mana. Yuen a dit que Mana ne voulait ni encens, ni bougie, ni cercueil. Tout ce qu'elle voulait, c'était la vengeance. Karima resta silencieuse, tandis que Yuen ajoutait que Mana n'était pas la seule à avoir été trompée par Evi Inohachi et Tenmu Koya. Beaucoup de filles avaient tout perdu et avaient été vendues à la prostitution à cause de ces deux-là. À ce moment-là, Karima demanda au docteur et à Yuen un peu de temps pour réfléchir. Il sortit une cloche appartenant à sa fiancée, Yui, la regarda pensivement et partit. Ailleurs, Inohachi demanda à quelqu'un de dire à Tenmu Koya qu'il était là. À ce moment-là, Tenmu Koya ouvrit la porte, apparaissant avec un grand garde lourdement armé. Inohachi paniqua en voyant le garde. Tenmu Koya dit à Inohachi que le garde l'accompagnerait hors de Nagasaki pendant un certain temps parce qu'il avait causé trop de problèmes et que des gens étaient à sa recherche. Le garde traîna Inohachi vers un bateau. Pendant ce temps, Karima a visité le cabinet du médecin local, choqué par tous les outils à l'intérieur. Le médecin a remis à Karima une chaussure appropriée pour sa tâche de vengeur. Inohachi grogna contre le garde, se plaignant d'être forcé de ramer et demandant pourquoi il avait tous ses muscles. Le garde dit qu'il était un garde du corps personnel et ne devait pas être distrait par le fait de ramer, car celui qu'il visait pouvait être armé de fusil. Inohachi cria en entendant cela, mais le garde le calma en disant que son armure pouvait arrêter n'importe quelle balle ou flèche. À ce moment-là, le médecin apparut près du bateau, mesurant la distance, puis banda son arc et visa une flèche vers le bateau. Inohachi accusa le garde d'essayer de l'effrayer, mais soudain la flèche du médecin frappa le bateau, le renversant et projetant Inohachi dans l'eau. Quand Inohachi refit surface et grimpa à terre, Karima l'attendait, dégaina son épée et courut vers Inohachi, lui tranchant la gorge. Le docteur admira comment il semblait que Karima n'avait pas seulement reçu des chaussures, mais des ailes pour voler. Pendant ce temps, Tenmu Koya était avec une femme, lui disant qu'elle avait fané et qu'il n'avait plus besoin d'elle. Il quitta la pièce après l'avoir insultée. Nio se tenait à l'extérieur de la pièce et demanda à Tenmu Koya s'il voulait jouer avec elle. Tenmu Koya sourit, disant qu'elle était parfaite. Lorsqu'il a essayé de l'attraper, Nio l'a attiré chez Yuen, où Yuen, portant un masque doré, l'a vaincu avec des prières. Après cela, New Karima a emmené Karima dans le quartier de Dejima, à Chinatown. Quand Karima a vu l'endroit, la curiosité l'a frappé à propos d'un certain endroit et il s'est demandé ce que cela pouvait être. Nio a expliqué que c'était le foyer de tous les démunis ou de ceux qui luttaient pour survivre en ville. Ils ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils voient un groupe de personnes se disputer avec un homme. Leur chef, Sakata, a dit à l'homme qu'il savait comment il obtenait et vendait de l'opium. L'homme a essayé de se défendre, disant que son magasin prospérait depuis 4 générations et qu'il n'avait pas besoin de traiter de l'opium. Mais Sakata a dit qu'ils avaient des preuves claires contre lui et a ordonné à l'un de ses hommes de briser une statue de Bouddha. De l'intérieur, ils ont trouvé un morceau d'opium caché. Sakata le montra à l'homme, lui disant que tout s'était passé comme sa femme l'avait décrit. L'homme essaya de remettre en question ce que sa femme avait dit, mais Sakata l'interrompit et ordonna à ses hommes d'emmener l'homme pour un interrogatoire complet. Karima entendit des gens dire que l'homme était devenu une nuisance pour le syndicat et aurait dû se taire et soudoyer le bureau du juge.
Après le départ de la foule, Karima a demandé ce qui se passait. Nio a dit que le propriétaire du magasin n'avait pas payé de pot de vin et qu'il avait été pris comme exemple. Karima a alors réalisé que le propriétaire n'avait rien fait de mal et s'est demandé pourquoi cela se produisait. Nio a répondu que ce que Sakata avait fait n'était pas aussi effrayant que ce que le samouraï qui avait tué le père de sa fiancée avait fait juste parce qu'on le lui avait ordonné. Karima en fut stupéfaite. À l'auberge, Suji dormait profondément jusqu'à ce qu'une fille nommée Anna commence à frapper bruyamment, lui disant de se réveiller à cause de la forte odeur d'alcool. Suji s'est réveillé et a demandé quel était le problème. Anna lui a dit qu'il avait bu il y a quelques jours, et bien qu'il ait dit qu'il avait bu parce qu'il avait perdu, elle ne comprenait pas pourquoi il continuait à boire même après avoir tant gagné maintenant. Elle a ensuite mentionné qu'il avait un invité. Soudain, un médecin est entré précipitamment et s'est excusé de le déranger. Suji lui a rappelé de ne pas venir à l'auberge sans prévenir. Pendant ce temps, Karima a rencontré Anna en se rendant dans la chambre de Suji. Elle s'est présentée, disant qu'elle vivait au sous-sol avec son père et ses deux jeunes frères. Puis Karima est entrée dans la chambre de Suji, où le docteur a dit à Suji que toutes les auberges de la ville étaient complètes. Suji s'est énervé et a demandé si le docteur s'attendait à ce qu'ils vivent dans la même chambre que Karima. Le docteur sourit indifféremment, espérant que Suji serait gentil avec Karima. Karima s'excusa pour le dérangement, et Suji grogna à propos de devoir tolérer un fichu samouraï. Le docteur expliqua qu'ils avaient des problèmes pour payer le loyer. Ailleurs, Yuen marchait avec Nio et lui demanda comment elle trouvait Karima. Elle dit qu'il était ennuyeux parce qu'elle l'avait emmené dans différents endroits et son visage était resté impassible tout le temps. Puis Nio a réprimandé Yuen pour avoir laissé le samouraï Karima rejoindre leur équipe, disant qu'elle détestait les samouraïs. Yuen a répondu que Karima n'était plus un samouraï. Nio a souligné que Karima avait besoin d'elle et de Suji pour commencer une nouvelle vie. En défiant Yuen, elle a demandé si un samouraï pouvait vraiment changer et devenir quelqu'un d'autre. Yuen a fermé les yeux et a dit qu'il n'aurait pas cette conversation si c'était possible. Nio a applaudi, disant qu'elle l'aurait tué s'il avait donné une autre réponse, et a demandé pourquoi il faisait tout cela pour Karima. Yuen a dit que même si Karima échouait à changer, c'était suffisant qu'il ait essayé de trouver une autre façon de vivre. De retour à l'auberge, Karima a essayé de parler à Suji, qui semblait contrarié, et a accusé Karima de prendre de la place dans son lit. Ailleurs, un homme nommé Isurazawa était assis parmi plusieurs belles femmes. L'une d'elles lui a dit d'aller voir son invité, Yuen, qui attendait depuis un certain temps. Il a accepté. Plus tard, Isurazawa a rencontré Yuen et lui a rappelé le meurtre de Matsumini, disant que le samouraï qu'il avait tué avait des hommes forts et que la pensée qu'il était encore à Nagasaki le hantait. Il a ensuite appelé un de ses hommes qui a dit que le nom du tueur était Karima et qu'il l'avait aperçu dormant sous le pont Amigasa il y a un mois, mais ne l'avait pas trouvé depuis. Isurazawa a demandé à Yuen ce qu'il savait sur Karima. Yuen a dit qu'il n'en avait aucune idée, Isurazawa en doutait, ajoutant que le fou Sakata ne le croirait de toute façon pas, surtout que Sakata travaillait dur pour se faire un nom. Yuen est resté silencieux et Isurazawa se demandait ce que Sakata ferait s'il découvrait que Yuen avait aidé le samouraï à s'échapper de sous le pont. Yuen a demandé ce qu'Isurazawa voulait, disant que ce n'était pas gentil de le menacer ainsi. Isurazawa a répondu que Sakata était tellement désespéré d'avoir la tête de Yuen qu'il avait renforcé ses liens avec le syndicat. Yuen a dit que c'était sérieux. Isurazawa a dit qu'il avait interrogé un homme qui était avec les hommes de Sakata ce matin au poste de police, et lui donna une pièce d'or qui ressemblait à un pot de vin que la police ne pouvait pas accepter. Yuen regarda la pièce d'or et resta silencieux. Isurazawa a dit qu'il s'était assuré que la pièce d'or soit arrivée là où elle devait être. Yuen l'a ramassée et a dit qu'il comprenait. En même temps, le docteur et Nio se dirigeaient vers une grotte remplie de personnes qui ressemblaient à des cadavres. Nio a remarqué que le nombre avait augmenté et a commencé à se pincer le nez à cause d'une mauvaise odeur, tout en cherchant quelqu'un dans la foule. Puis le docteur s'est arrêté devant une femme et a demandé si elle était la femme du propriétaire du magasin, Kao. La femme leva légèrement les yeux et demanda s'il avait apporté des médicaments. Le docteur lui dit que son mari avait été arrêté pour trafic d'opium. Elle dit qu'il l'avait forcé à cacher de l'opium dans la statue de Bouddha en échange de médicaments. Une autre femme leva la tête et demanda aussi des médicaments au docteur, supposant qu'il travaillait pour Sakata. Le docteur retourna ensuite vers ses compagnons et leur parla de son enquête sur les actions de Sakata. Yuen dit que le gardien du quartier Isurazawa jetait Sakata dans leurs bras. Nio a dit qu'elle n'aimait pas Isurazawa, il semblait pervers et a averti Yuen d'être prudent. Yuen a dit qu'ils avaient maintenant une preuve en or massif, ce qui signifiait qu'ils devaient venger l'homme. Suji a suggéré qu'il devrait s'en occuper. Avant que Yuen ne puisse répondre, Suji s'est tourné vers Kurima et a proposé qu'il l'accompagne s'il ne voyait pas d'inconvénient à tuer des gens comme Sakata. Karima a dit que cela ne le dérangeait pas, puisque lui et Sakata s'étaient tous deux écartés du chemin des samouraïs. Cette nuit-là, Karima, Suji et Nio sont allés tuer Sakata. Suji et Karima ont parié sur la chambre. Celui qui tuait le plus d'hommes de Sakata pouvait la garder. Karima était d'accord avec le pari, puis Karima a commencé avec enthousiasme à traquer et tuer les hommes de Sakata un par un, surprenant Suji, qui se demandait depuis quand les mouvements de Karima étaient devenus si agiles. Suji a poursuivi et tué le reste. Plus tard, Karima a tué Sakata. Suji lui a dit qu'ils avaient fini rapidement, mais que le pari tenait toujours. Avant de finir, Suji a été choqué lorsque l'épée de Karima a transpercé un homme derrière lui. Il a maudit Nio, disant qu'elle n'avait pas mentionné le 6e homme, ce qui les a laissés à égalité avec 3 meurtres chacun. Alors ils ont accepté de continuer à partager la chambre. Puis le docteur a informé Yuen du succès de la mission de vengeance menée par Suji et Kurima. Yuen était assis seul dans le noir, fixant la pièce d'or mordue. Quand le docteur lui a dit que la mission avait réussi, Yuen espérait que Karima et Suji s'entendraient, mais le docteur l'a averti qu'il pourrait avoir de vrais ennuis à cause de
de Karima. Yuan a dit qu'il le savait. Après cela, le lendemain matin, Soji s'est réveillé en entendant des cris en bas. Irrité, il ouvrit sa fenêtre et demanda à tout le monde de se taire, se demandant si les gens ne comprenaient pas à quel point il est agaçant de se réveiller avec des cris comme ça. Pendant ce temps, Karima restait complètement calme. Alors Soji demanda s'il pouvait au moins répondre par oui. Karima expliqua qu'il faisait juste attention à ne pas le déranger et pensait que rester silencieux était le meilleur moyen de ne pas l'importuner. Lui, Soji a crié en retour que ce n'était pas une prison, puis a regardé dehors et a demandé à Karima s'il voulait sortir pour manger un bon repas. Karima a dit qu'il n'avait pas d'argent. Soji a demandé à propos de la part de Karima de l'argent pour avoir tué Matsumini. Karima a dit qu'il avait dépensé sa part en rideaux. Soji était choqué et a demandé si Karima n'avait pas pris les rideaux dans les poubelles. Karima est resté silencieux, mais Soji l'a réprimandé, disant qu'il ne savait même pas faire les courses et lui a dit de sortir avec lui. Quand Karima lui a rappelé qu'il n'avait pas d'argent, Soji a dit qu'ils allaient sortir pour l'aider à comprendre comment en gagner. Après tout, ils ne savaient pas quand ils auraient à nouveau une part d'or. Soji montra alors à Karima son porte-bonheur, disant qu'il nageait maintenant dans la chance. La scène changea ensuite. Nyu se moqua de Soji, qui était assis en face d'elle, en disant qu'il aiderait Karima à trouver un emploi alors qu'il n'en avait pas lui-même. Soji lui dit de se taire et expliqua que Karima savait lire et écrire, donc il pensait que Karima serait utile au docteur. Soji continua, disant que Karima avait vécu seule et n'était pas bien lotie puisque ses revenus ne couvraient pas ses dépenses. Il se concentra ensuite sur Yuan et expliqua que le pauvre samouraï devait chercher d'autres moyens de gagner de l'argent. Karima lui dit qu'après s'être réveillé et avoir pratiqué l'escrime, il visitait des châteaux et des manoirs pour donner des leçons d'escrime, puis rentrer chez lui pour s'entraîner davantage avant de dormir au crépuscule et de se réveiller pour s'entraîner à nouveau. Nyu a commenté que le mode de vie de Karima était comme s'il agitait son épée toute la journée, comme si c'était la seule chose qu'il savait faire. Puis Nyu a demandé à Soji pourquoi Karima n'avait pas appris à jouer et a proposé d'aider à lui trouver des clients. Soji a répété client tranquillement. Nyu a imaginé amener Korima dans un endroit où il rencontrerait une belle femme. Quand Soji a réalisé qu'il s'était laissé distraire, il a essayé d'attraper Nyu, la blâmant de lui avoir fait imaginer cela. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Yuan lui a demandé ce que Karima a fait ensuite. Soji se rappela avoir proposé à Korima de vendre le cadeau de déménagement de Yuan pour couvrir ses dépenses. Karima demanda si le bol laqué avait de la valeur. Soji dit qu'il pourrait rapporter beaucoup. Karima fut surprise que les œuvres de Yuan aient autant de valeur. Soji expliqua qu'il était normal pour un samouraï de campagne de ne pas connaître la valeur de ses œuvres. Il dit à Karima que Yuan était un artiste maquis et bien connu parmi les gens cultivés, attirant l'intérêt de lieux lointains, même au-delà de l'océan. Soji assura à Karima que Yuan ne faisait pas son travail de vengeance pour l'argent. Karima réfléchit un moment puis dit que Yuan et le docteur Teba gardèrent leur service très secret. Soji a confirmé cela et a averti Karima de ne le dire à personne. Karima a admis qu'il avait encore du mal à comprendre le sens de la vengeance. Il a demandé à Soji s'il pouvait vraiment être comme eux, travaillant le jour et souriant, puis réglant les comptes de quelqu'un la nuit. Soji a dit à Yuan que Karima était probablement resté enfermé dans sa chambre depuis cette conversation et l'a traité d'imbécile, demandant à Yuan d'enseigner un peu de logique à Karima. Yuan a dit qu'il irait visiter la chapelle et a demandé à Soji de surveiller Karima jusqu'à son retour. À l'église, le chapelain a loué Yuan, disant que peu de vengeurs pouvaient faire des mouvements aussi audacieux au cœur de l'antre des serviteurs du Bakufu, comme l'avait fait le groupe de Yuan à Nagasaki. En levant les yeux vers le chapelain, Yuan a entendu que malgré cela, le travail de vengeance restait incomplet et sans accomplissement, et que le jugement devait tomber également sur les pécheurs. Néanmoins, le chapelain décida de pardonner les erreurs de Yuan ce jour-là. Puis, il demanda s'il y avait d'autres personnes qui devaient recevoir vengeance. Yuan demanda d'où le chapelain pensait que venait l'opium de Sakata. Le chapelain insista sur le fait que Sakata n'était pas assez stupide pour obtenir de l'opium directement des Anglais. Il devait y avoir un intermédiaire qui l'aidait. Cet intermédiaire a gagné de l'influence grâce à Sakata et est monté à une position avec accès à l'antre des preneurs de monnaie, connu sous le nom de syndicat de commerce de Nagasaki. Yuan se tut et le chapelain demanda s'il avait déjà entendu parler de quelqu'un nommé Azumi. Le chapelain continua, disant que le policier en pyjama servant le Bakufu, Isurazawa, voulait se débarrasser de Sakata, qui était une nuisance, sans se soucier des protestations du peuple. Puis il se tourna vers Yuan et demanda si les martyrs de Shimabara qui sont morts avaient laissé de l'or avec des traces sur Ito, leur rancune devait être profonde. Après cela, Yuan retourna auprès de ses compagnons et leur parla d'Azumi. Soji dit qu'Azumi avait disparu après la mort de Sakata, et la seule fois où quelqu'un l'avait vu depuis, c'était chez sa maîtresse. Nyu dit que cela jouait en leur faveur si les deux cibles mouraient. Ils pouvaient faire d'une pierre deux coups. Karima demanda si la maîtresse était la cible de la vengeance. Le docteur expliqua qu'elle était la femme du propriétaire du magasin Kao et aidait à gérer le magasin, mais qu'elle était devenue accro aux drogues. Il a demandé qui aurait pu la pousser à cela. Karima a hésité et a dit la maîtresse d'Azumi. Le docteur a dit que la maîtresse avait attiré la femme de Kao et l'avait convaincu que les drogues étaient des médicaments étrangers pour l'aider à se détendre. Donc, la maîtresse devait payer pour avoir détruit la vie de quelqu'un pour satisfaire sa propre cupidité. Yuan a dit qu'il organiserait les choses avec le propriétaire de la bibliothèque dans la rue où il pourrait surveiller l'endroit et repérer la cachette d'Azumi. À ce moment-là, Soji a suggéré que Karima surveille l'endroit puisqu'il était la personne la plus discrète. Nyu a dit que le visage effrayant de Karima susciterait des soupçons et accuserait Soji de simplement essayer de faire sortir Karima de sa chambre. Soji a nié et a dit à Karima d'aller apprendre à vendre, lui conseillant de rester naturel et de ne pas trop grimacer. Karima est allée à la bibliothèque et a commencé à vendre des livres tout en surveillant l'endroit. Pendant ce temps, Soji et Nyu surveillaient à l'extérieur.
Après un moment, Karima prit un pinceau et commença à dessiner beaucoup de choses sur du papier. Le soir, Azumi alla voir sa maîtresse, qui remarqua qu'il était clairement tendu. Quand elle lui demanda pourquoi, il répondit que le meurtrier de Sakota n'avait toujours pas été attrapé, donc il ne prendrait pas le risque de la rencontrer si elle n'avait pas insisté. Elle dit qu'elle n'était pas en sécurité non plus et suggéra qu'il la paie ce qu'il lui devait. Pendant qu'il parlait, la maîtresse entendit des cloches et alla vérifier. En regardant par la fenêtre, elle a dit que personne n'était dehors. Mais soudain, elle a vu un cerf-volant dans le ciel. Puis, une flèche a volé et s'est plantée dans la poitrine d'Azumi. La maîtresse s'est précipitée dehors, terrifiée, et a rencontré Yuan, suppliant de l'aide. Il lui a dit que c'était une fin appropriée comparée au poids de ruiner des vies avec l'opium. Elle a reculé, effrayée, demandant ce qu'il voulait dire. Il lui a mis un masque, a récité des prières et s'est débarrassé d'elle. Ensuite, le propriétaire de la bibliothèque remercia Yuan d'avoir pris soin de la bibliothèque pendant son absence et donna beaucoup d'argent à Karima, disant qu'il avait bien arrangé sa bibliothèque et rendu l'endroit comme neuf. Lorsque le propriétaire regarda le dessin de Karima, il demanda si Karima avait étudié l'art occidental. Karima le nia, et le propriétaire dit que le dessin semblait si vivant qu'il ne serait peut-être pas bon pour l'impression, mais ferait un beau rouleau à accrocher. New a également loué le dessin de Karima, et le propriétaire de la bibliothèque a dit qu'il le montrerait à un éditeur. Le soir, il y avait une sorte de rassemblement. Quelqu'un a dit à la foule qu'ils allaient voir un groupe de monstres venus de loin, de Ryukyu et d'Izu, même de Shin et d'au-delà. Puis un clown est apparu, disant qu'il y avait un Daruma qui crache du feu, un homme de pierre d'une force inégalée, et une femme serpent terrifiante avec une progéniture effrayante. Soudain, un homme massif a soufflé du feu de sa bouche, et en même temps, une femme gracieuse est apparue, tirant une longue langue comme un serpent. Les gens étaient stupéfaits en la voyant. De l'autre côté, quelqu'un cherchait son frère, le garçon Belette, se demandant où Anna était allée. Le garçon a rencontré son frère, qui lui a demandé d'arrêter de pleurer, parce que Anna avait dit qu'il se retrouverait à la statue de Jizo s'ils se séparaient. Puis le clown est apparu, a demandé d'où il venait, a écarté les bras en admettant qu'il avait trouvé un trésor, et les a accueillis à la compagnie d'Yuan. À l'auberge, Soji a... Pendant ce temps, Karima était entièrement concentrée sur le dessin avec un pinceau. Soji se moqua de lui, se demandant comment une main qui ne savait tenir qu'une épée pour tuer pouvait savoir dessiner. Karima répondit que parfois, il a l'impression que le temps s'arrête lorsqu'il fait face à quelqu'un avec une épée à la main. Il regarda les dessins qu'il avait faits et dit qu'il se rendait compte qu'il ressentait la même chose en tenant un pinceau. Soji fut surpris et Karima expliqua que l'escrime et la méditation sont les deux faces d'une même pièce. Soji avoua qu'il était confus et demanda pourquoi Karima devait tuer des gens s'il pouvait tenir un pinceau au lieu d'une épée. Karima resta silencieux un moment. Puis Soji lui conseilla de ne pas essayer d'être comme Yuen, qui dessinait et jouait avec de l'or depuis son enfance. En même temps, Hana était triste et se plaignait que ses amis, le blaireau et le garçon belette, manquaient. Soji et Karima sont sortis pour les chercher. Soji a dit qu'il avertissait toujours Hana de ne pas sortir avec les gens de la montagne, mais elle n'écoute jamais. Karima a demandé comment Hana avait rencontré les frères. Soji expliqua que Hana, étant une enfant, manque parfois sa mère et visite les tombes. Une fois, au cimetière, Hana a rencontré les deux frères. Soji regarda ailleurs et dit qu'aujourd'hui avait lieu la compétition de cerfs-volants où nous participait. Karima regarda aussi où Soji regardait. Soji a dit qu'il était prêt à parier tout son argent sur le cerf-volant de Nu. À ce moment-là, Nu jouait avec son cerf-volant, demandant aux autres concurrents quel cerf-volant elle devait couper. Les concurrents lui criaient de rester loin de leur cerf-volant. Pendant ce temps, Yuen regardait tranquillement la compétition quand le clown s'est approché de lui, disant qu'il avait l'air plus beau qu'avant. Yuen a évité le regard du clown et a dit qu'ils ne se connaissaient pas assez bien pour célébrer leur retrouvaille. Le clown demanda calmement à Yuen de le laisser retrouver sa nature de monstre, disant que se séparer de lui était un regret insensé. Yuen dit qu'il n'aimait pas que quelqu'un appelle Nu un monstre, puis il affirma fermement que ce n'était pas une question d'argent puisque Nu était humaine. Le clown a répondu que tous les monstres de la société d'Yuan seraient honteux comparés à nous. Yuen est resté silencieux. Le clown a continué parlant d'un être monstrueux contrôlant tous les monstres. Yuen essaya de l'ignorer, mais le clown dit que le démon n'abandonnerait pas ses crocs et ses griffes juste pour prendre forme humaine. Yuen lui dit de partir, Nu tenait fièrement son cerf-volant, se demandant ce que Soji lui achèterait si elle gagnait, puis elle regarda vers Yuen et fut choquée de voir le clown avec lui, c'est pourquoi son cerf-volant est tombé. Ensuite, Yuen a rencontré Soji et Karima. Karima a dit que beaucoup d'enfants manquaient, pas seulement les deux frères. Yuen a dit que personne à Nagasaki ne se souciait des enfants de la montagne disparus, mais que c'était probablement la société d'Yuan qui était responsable. Karima a dit qu'il avait entendu dire que Yuen kidnappait des enfants pour faire partie de leur spectacle. Yuen a dit qu'il n'était qu'une troupe de spectacle itinérante, mais avec le temps, leur chef, Yuen, a commencé à rassembler de force différents enfants, et Nu était parmi eux. Yuen ajouta qu'il avait pris Nu sous sa protection parce qu'il voulait prouver quelque chose, mais maintenant Yuen regrettait de l'avoir laissé partir et était venu cet après-midi pour la récupérer. Soji fut choqué et demanda si c'était pour cela que Nu avait perdu la compétition. Yuen le confirma. Soji dit qu'il avait perdu tout son argent à cause de ce pari. Quand Soji demanda où était Nu, Yuen lui dit qu'elle se cachait dans un endroit sûr. Ailleurs, Yuen observait les deux enfants, le blaireau et le garçon belette. Il ordonna à ses hommes de les emmener, puis s'assit seul,
Soudain, Nu apparut, Ju-Hwan s'agenouilla, lui baisa la main et demanda pourquoi elle était venue. Nu dit qu'elle était venue parce qu'il voulait la faire sienne. Il dit qu'elle lui appartenait et qu'il ne la quitterait pas. Nu a demandé combien il paierait pour cela. Pendant ce temps, la femme serpent nourrissait d'autres enfants enfermés dans des cages. Un des gros hommes de main de Ju-Hwan est arrivé, amenant les deux garçons bruyants. La femme serpent leur a conseillé de manger et d'obéir s'ils ne voulaient pas être battus. Nu est apparu déguisé sous un parapluie et leur a dit qu'apprendre quelques tours était mieux que la vie à la montagne. Ils ont demandé qui elle était et elle a répondu qu'il mangerait tous les jours et dormirait sous un toit. Le plus jeune garçon a dit qu'il voulait rentrer chez lui parce que Hana le cherchait sûrement et l'autre garçon était d'accord. Nu leur a lancé une pièce d'or. Après qu'ils l'ont mordu, Nu l'a apporté à Yuen, qui a loué son travail. Karima a dit que leur prochaine cible était la société d'Yuan et les deux frères que Hana recherchait. Le docteur a demandé à Nu où les enfants avaient obtenu la pièce d'or et comment elle s'était retrouvée avec elle. Nu a dit qu'elle l'avait eu par hasard en revenant après avoir salué Yuen. Yuen lui a rappelé fermement qu'il lui avait déjà dit de rester loin de Yuen. À ce moment-là, Soji se demanda depuis quand il se souciait de la provenance de l'or. Soji leva l'or mordu devant tout le monde et leur rappela qu'en tant que vengeurs, leur travail était d'agir sans poser de questions. Le docteur acquiesça, disant que lorsque l'or porte une rancune, il n'y a pas d'autre choix que d'agir. Puis Nu demanda à Yuen si ce serait bien que Ju-Hwan meure. Yuen resta silencieux. Nu a dit qu'il voulait aussi la mort de Ju-Hwan, mais a insisté pour qu'elle soit celle qui tue Ju-Hwan, parce qu'elle avait apporté le morceau d'or. Ce soir-là, Nu a remercié Yuen d'avoir apporté les vêtements qu'elle avait demandé, et lui a dit qu'elle avait promis à Ju-Hwan de revenir ce soir, donc il était trop tard pour l'arrêter. Elle a réprimandé Yuen de ne pas avoir tué Ju-Hwan quand il en avait l'occasion, disant qu'il aurait pu le faire sans être remarqué. Yuen a dit qu'il s'en tenait à une politique qui le garde en sécurité. Nu a dit qu'elle ne comprenait pas la religion ou la politique, mais savait qu'elle ne pouvait pas tuer sans le morceau d'or. Maintenant qu'il l'avait, il n'y avait pas de problème. Puis Nu est parti, suivi par Soji et Karima. Soji se demandait s'il trouverait Ju-Hwan endormi. Karima doutait que Ju-Hwan fasse entièrement confiance à Nu, à en juger par ce qu'elle avait dit à son sujet. Soudain, les hommes de Ju-Hwan apparurent. Soji dit qu'ils devraient ne faire du bruit puisqu'ils étaient l'appât. Mais avant qu'il ne termine, le grand homme souffla du feu de sa bouche et le lanceur de couteaux commença à viser des couteaux sur eux. Soji se cacha et demanda à Karima de s'occuper du cracheur de feu. De l'autre côté, un autre homme immense combattait le docteur. Soji apparut, essayant de distraire le lanceur de couteaux, tandis que Karima chargeait avec son épée, blessant à la fois le lanceur de couteau et le cracheur de feu. Soji les enflamma tous les deux d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, le docteur a vaincu le grand homme et a regardé les flammes consumer l'endroit. La femme serpent a crié, demandant à quelqu'un de lui lancer les clés ou les enfants brûleraient. Yuen lui a lancé les clés et elle a ouvert les cages, demandant aux enfants d'aider ceux qui ne pouvaient pas marcher. Au même moment, Nu était avec Ju-Hwan, essayant de le provoquer à la tuer, car c'était le seul moyen pour elle de devenir sienne. Il ne pouvait pas le faire, alors elle a tiré ses fils et l'a tué elle-même, observée silencieusement par Yuen. Le lendemain matin, Hana était heureux de voir les frères courir joyeusement après le cerf-volant. De l'autre côté, Nu savourait un gâteau que Soji lui avait apporté, disant que cela avait dû lui coûter cher. Puis Nu avoua à Soji qu'elle avait tout planifié depuis le début, parce qu'il se plaignait qu'il ferait faillite après avoir perdu le pari, et qu'une seule pièce d'or pourrait le sauver. Soji était stupéfait, mais resta silencieux. Pendant ce temps, Yuen a dit au docteur que Nu avait demandé si vivre dans une ville au bord de la mer lui faisait oublier ses jours passés en tant que vaurien. Mais il a répondu qu'il acceptait de travailler comme vengeur pour contrôler ce désir. Le docteur a dit que les gens essaient toujours de justifier ce qu'ils font, sauf Nu, qui ne ressent pas le besoin de le faire. Yuen a dit qu'il voulait toujours que Nu vive en tant qu'être humain. Après cela, Suji et Karima ont rencontré à nouveau le propriétaire de la librairie. Le propriétaire a félicité Karima pour son dessin et lui a dit qu'un éditeur voulait qu'il crée une illustration pour un rouleau suspendu. Puis il a remis à Karima une boîte, lui demandant de l'utiliser pour le rouleau. Karima l'a remercié pour l'opportunité. L'homme a dit que le travail de Karima était impressionnant et était curieux de voir où cela mènerait. Il a dit à Karima de prendre soin de ses mains parce qu'elles étaient un cadeau. Pendant ce temps, Yuen montrait aussi son travail à quelqu'un d'autre. L'homme a demandé si Yuen connaissait Karima, l'artiste dont tout le monde parlait chez le marchand d'art de Kuriki. Yuen a humblement dit que c'était juste une coïncidence, pas un grand honneur. L'homme a dit qu'il avait entendu dire que le style de Karima était hors du commun. La scène a changé et Nu a demandé pourquoi il avait l'air si sérieux, mais Yuen a dit qu'il se rendait au quartier des plaisirs. En même temps, Suji et Karima étaient sur le chemin du retour. Suji taquinait Karima, disant qu'il pensait que le propriétaire de la librairie le mettrait à la porte et le renverrait chez lui, mais au lieu de cela, il l'a félicité. Karima a demandé si Suji était content pour lui, mais Suji a nié, se demandant pourquoi il devrait être content. Karima a dit qu'il pouvait maintenant gagner sa vie et ne dérangerait plus Suji. Soudain, ils se retrouvèrent entourés par des hommes. Karima se précipita pour se défendre et bloqua le coup d'un attaquant avec son épée sans le tuer. Suji fut surpris par la réaction de Karima et dit que Karima avait reçu des éloges pour son art, mais que cela ne l'avait pas rendu mou. Suji a attrapé deux attaquants, nommés Han et Yasu, surnommés lanceurs de dés. Suji a demandé pourquoi ils avaient attaqué et ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus pour le tuer, mais qu'ils avaient été engagés à cause de Karima. Ils faisaient juste ce pourquoi ils étaient payés. Suji ne croyait pas les joueurs, mais
Karima a dit qu'il ne mentait pas et leur a ordonné de partir. Suji a dit qu'il avait perdu le compte des rancunes auxquelles il faisait face. De l'autre côté, Yuen est allé rencontrer Isurizawa. Isurizawa a dit que le propriétaire d'Azumi, qui était censé organiser ses funérailles, était également mort et c'est pourquoi il était si occupé. Yuen a été surpris d'entendre cela. Isurizawa a dit qu'il préférerait sortir boire pour se souvenir de sa kata, mais le travail ne le permettait pas. Puis il a demandé à Yuen des nouvelles du samouraï dont il avait parlé plus tôt. Yuen a dit qu'il n'avait rien entendu. Isurizawa a expliqué que des gens dans le quartier de Chinatown poursuivaient le samouraï. Yuen était surpris et Isurizawa a confirmé, disant qu'il ne savait pas quoi dire à ses supérieurs au bureau du magistrat à propos du samouraï. Si le samouraï tombait, celui qu'il cachait tomberait aussi. Yuen a demandé ce que les habitants de Chinatown voulaient de Karima. Isurizawa a plaisanté en disant qu'il voulait peut-être juste des patates douces Satsuma frites. Puis il a mentionné une cargaison manquante qu'Hirata enquêtait, ce qui pourrait être la raison pour laquelle Chinatown était après le samouraï, mais ce n'était qu'une supposition. Yuen a demandé si c'était lié à l'opium, et Isurizawa a dit qu'il devrait peut-être vérifier lui-même, mais il ne pouvait pas parce que le syndicat se plaindrait si quelqu'un du bureau du magistrat entrait à Chinatown. Yuen est resté silencieux un moment, puis Isurizawa a dit qu'il apprécierait que quelqu'un avec une bonne oreille aille à Chinatown pour écouter pour lui. Yuen a dit que c'était une demande difficile, mais qu'il essaierait. Isurizawa a dit qu'il attendrait alors, espérant que le samouraï reste caché. Il s'est détendu sur son canapé et a dit à Yuen qu'il avait entendu parler d'un artiste exceptionnel et lui a demandé d'apporter une de ses peintures lors de sa prochaine visite. Plus tard, le docteur est allé à Chinatown et s'est assis avec un vieil homme disant que les marchands de Nagasaki avaient du mal à obtenir des marchandises néerlandaises. Le vieil homme a dit que les Anglais avaient forcé les Néerlandais à quitter Ceylan et Jakarta, donc la prochaine commande pourrait être difficile à obtenir. Le docteur a évoqué sa curiosité au sujet du samouraï que les gens recherchaient, demandant l'histoire du vieil homme. Tous les regards se tournèrent vers le docteur alors que le vieil homme le prévint qu'il pourrait cesser de travailler avec lui s'il continuait à discuter de ce sujet. Le docteur lui dit d'oublier ce qu'il avait dit et partit. Le docteur dit à ses compagnons que c'était stressant, mais remarqua que les gens de Chinatown étaient sérieux. Karima a demandé à Yuen si les habitants de Chinatown complotaient contre lui à cause de Matsumini. Yuen a dit que c'était juste une supposition d'Isurizawa. Suji a dit que Karima était le seul contact à Chinatown après la disparition de leur partenaire. Karima a dit qu'il épargnerait des ennuis au groupe de Matsumini tant qu'il le cherchait et venait à lui. Ses amis ont essayé de le retenir, surtout Suji, qui l'a réprimandé en disant qu'il n'y avait aucune garantie qu'il reviendrait vivant. Karima a dit qu'il s'en fichait parce que l'homme avait tué le père de sa fiancée et l'avait poussé au suicide. Alors pourquoi penser à sa propre vie? Yuen a demandé si Karima était sûr de ce qu'il voulait et Karima a admis que son imprudence avait causé tout cela et qu'il devait y mettre fin. Après le départ de Karima, le groupe a discuté. Le docteur a dit qu'ils auraient des ennuis si Karima mourait. Yuen a dit qu'Isurizawa voulait aussi qu'il découvre pourquoi Chinatown en avait après Karima. Puis Yuen s'est tourné vers Niu et lui a demandé de rattraper Karima. Niu s'est plainte et Yuen lui a rappelé qu'ils avaient besoin de l'aide de Karima pour se venger de Matsumini. Suji a dit à Niu de venir si elle ne voulait pas être attrapée par la police des pyjamas, avertissant que si l'un d'eux tombait, ils tomberaient tous. Niu a demandé un plan de secours si elle ne pouvait pas atteindre Karima à temps. Pendant ce temps, Karima est arrivée à Chinatown, où un groupe a bloqué son chemin, dirigé par Monsieur Liu, qui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Karima vienne seule. Karima a dit qu'il était venu pour découvrir pourquoi ils étaient après lui. Liu se précipita sur lui avec un mouvement soudain qui assomma Karima. Liu ordonna à ses hommes de prendre Karima, tandis que Niu regardait à proximité. Karima se réveilla quelque part, alors que Liu lui disait qu'il avait tué ses propres compagnons par avidité, puis avait honteusement demandé de l'aide. Liu tenait le visage de Karima et dit qu'il n'y avait pas d'avidité dans ses yeux, seulement la croyance en quelque chose. Il se demandait qui avait ordonné le meurtre. Pendant que Liu parlait, un de ses hommes l'interrompit, disant que Shishido du syndicat voulait le voir. Liu laissa Karima avec un homme qui commença à le torturer, lui demandant où les marchandises étaient cachées et à qui elles avaient été données. Karima a failli être brûlée lorsque Suji a soudainement attaqué. L'homme a demandé qui il était, mais Suji ne lui a pas laissé de chance, sautant sur son dos, le tirant vers le bas et l'achevant. Suji a ensuite libéré Karima, qui a demandé pourquoi Suji était venu. Suji a dit qu'il était venu le voir face contre terre. Suji a porté Karima sur le pont du navire pendant que Yuen s'occupait de l'homme qui le gardait. Ailleurs, Liu a rencontré plusieurs hommes en train de siroter du thé. Il a remarqué quelque chose d'anormal avec le bateau et a dit à Shishido qu'il voulait qu'il assure la sécurité de leur peuple puisque le syndicat de Nagasaki contrôlait les affaires et les professions et était la véritable autorité. Shishido est resté silencieux, alors Liu a dit que son bateau venait d'être attaqué et que le samouraï avait été pris, même s'il avait été informé par le bureau du magistrat qu'il n'y aurait pas de problème. Shishido a dit que l'opération rapide pourrait avoir été effectuée par les Rebenji, un groupe hors la loi prêt à tout pour de l'argent. Ailleurs, le docteur soignait les blessures de Karima. Karima a dit que ses ravisseurs pensaient qu'il savait quelque chose sur une énorme cargaison d'opium que Matsumini avait acheté. Il s'est arrêté et a ajouté qu'il était caché à Nagasaki. Les événements continuaient de se dérouler. À l'auberge, Soji apprenait aux jeunes frères de Hana à jouer à des jeux de hasard. Hana les a avertis que c'était illégal, mais ils n'ont pas écouté. Elle leur a dit de ne pas la blâmer plus tard s'ils finissaient aussi gâtés que Soji. Puis Hana a demandé à Soji s'il s'était battu avec Karima, puisqu'elle ne l'avait pas vu descendre récemment. Soji lui a simplement dit de le laisser tranquille. Pendant ce temps, un groupe de moines est apparu dans un couvent tard dans la nuit. Un moine nommé Seiko se demanda ce qu'il faisait là si tard. Son compagnon répondit que c'était peut-être une sorte d'entraînement, puis une nonne sortit en demandant aux moines de prier.
Après cela, un groupe de prostituées masculins a été présenté aux moines. La nonne a expliqué que ce n'étaient pas des femmes, mais qu'ils guideraient les moines vers l'illumination à travers la bénédiction de l'œuvre de Dieu. Un moine a regardé Seiko et a deviné que c'était sa première fois. Seiko se tut un moment. L'autre moine lui dit qu'il devait choisir en premier. Seiko choisit un homme nommé Ichinogo parmi les prostituées. La porte se ferma et Seiko et Ichinogo restèrent seuls pour la nuit, mais Seiko voulait éviter cela, disant qu'il ne voulait pas pécher. Ichinogo lui dit que bien qu'il soit un prostitué, il avait toujours sa dignité. Seiko demanda pourquoi il s'était alors souillé avec de l'opium. Ichinogo ne répondit pas, mais se jeta soudain sur Seiko et murmura que les nonnes écoutaient aux portes. Si Seiko refusait de passer du temps avec lui, il finirait comme lui. En même temps, une nonne confirma qu'Ichinogo et Seiko étaient ensemble et s'amusaient. Elle le dit aux autres nonnes, qui dirent que les prédicateurs de haute moralité comme Seiko trouvent toujours difficile de tomber. Leur chef dit que tout ce qu'il faisait était de guider les égarés vers l'illumination. Ailleurs, Seiko essayait de comprendre ce que Ichinogo avait traversé. Il a découvert qu'Ichinogo avait été honoré d'une mission sacrée et envoyé à Nagasaki, mais avait été empoisonné à l'opium. Depuis lors, Ichinogo a été exploité comme un exutoire pour les désirs des hommes. Ichinogo a dit que sa famille Aedo pensait qu'il était mort, puis il a levé la tête et a demandé à Seiko s'il avait des proches. Seiko a dit non. Ichinogo lui a dit qu'il avait un frère cadet qui pourrait bien faire en tant que chef de famille, ce qui était son seul espoir. Seiko a demandé à propos de la propre vie d'Ichinogo, et Ichinogo souhaitait juste mordre dans une pièce d'or comme signe de vengeance. Seiko a suggéré qu'Ichinogo rejoigne le temple pour expier ses péchés. Les moines ont quitté le temple le matin. Ichinogo fumait de l'opium quand une nonne est entrée et a demandé s'il y avait un problème avec son médicament. Il a nié, la nonne s'est approchée et a dit « Même quand les hommes mettent de la poudre et du rouge à lèvres, ils restent de mauvais menteurs ». Elle a ensuite demandé ce que Seiko lui avait dit, disant qu'elle avait entendu que Seiko avait rejoint le temple après avoir perdu sa famille à cause d'une épidémie. Ichinogo a dit que Seiko était gentil et n'avait pas dit grand chose. Pendant ce temps, Ryo était occupé à travailler quand un de ses hommes lui a dit que le temple Hinji était leur destination. En même temps, Seiko priait dans le couvent. Ichinogo est entré et s'est excusé, disant qu'il ne savait pas quoi faire. Puis Ichinogo a mordu dans la pièce d'or pour montrer des signes de vengeance. Plus tard, Seiko est retourné au temple, l'air triste. Un moine l'a arrêté et lui a demandé de lire un sutra pour un enfant de 3 ans. Seiko a répondu qu'il n'était plus moine. Au quartier général de Yuen, après avoir obtenu la pièce d'or d'Ichinogo, le docteur pensait que l'ancien temple avait été restauré par un groupe de personnes dévouées. Yuen a dit que c'était un sanctuaire pour ceux qui ne pouvaient pas visiter ouvertement les quartiers de plaisir organisés par des moines et des samouraïs de familles notables. Soji a ajouté que les clients qui étaient beaux étaient emmenés dans le temple comme prostituées après être devenus accros à l'opium. Karima fut surprise, disant qu'au départ, seuls Sakata et Azumi étaient impliqués dans l'opium, mais que maintenant même les nonnes l'étaient. Le docteur dit qu'Azumi et Sakata contrôlaient autrefois le flux d'opium. Karima dit qu'avec leur mort, plus personne ne le contrôlait. Yuen supposa que quelqu'un était tombé sur une grande réserve d'opium et avait inondé le marché. Karima se demande si le quartier chinois avait trouvé le stock de Matsumine. Le docteur dit qu'il ne pouvait pas encore le confirmer. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était se venger. À ce moment-là, Karima s'est précipité. Yuen a ordonné à Soji de continuer à surveiller Karima, car il a remarqué que Karima s'enfuyait toujours quand on mentionnait l'opium. À l'auberge, Karima essayait de s'occuper de son épée. Soji a suggéré de l'apporter à un artisan, mais Karima a dit qu'il ne pouvait faire confiance à personne avec son épée quand il ne pouvait pas se faire confiance à lui-même. Puis la scène a changé. Nyu a installé ses pièges à l'intérieur du temple pour tuer les nonnes. Une nonne lui a ordonné d'arrêter, lui rappelant que tuer à l'intérieur du temple était un péché qui méritait l'enfer. Mais Nyu a resserré ses cordes, disant que même si l'enfer existait, elle y était déjà. À l'intérieur, les autres nonnes ont saisi leurs épées, prêtes à se défendre contre un groupe appelé les Roupengi. Soudain, Nyu apparut, leur mettant des masques dorés et les emmenant un par un. Pendant ce temps, la mère supérieure quitta le couvent, levant sa capuche et jurant de faire des Roupengi des prisonniers un jour. Quand le docteur essaya de lui tirer dessus, elle s'échappa rapidement. Il dit qu'elle était plus prudente que prévu pour une nonne. Karima dit qu'il la traquerait alors. À ce moment-là, le docteur tira une flèche avec une corde, permettant à Karima de grimper jusqu'à l'emplacement de la nonne. Karima lui bloqua le passage, disant qu'il était venu pour se venger. Elle dit que sa vie valait plus qu'une seule pièce d'or et proposa de la reprendre. Il demanda si elle la récupérerait avec de l'opium. Elle dit qu'elle était prête pour tout ce qu'il voulait. Il lui demanda de tout lui raconter, mais elle le surprit avec un baiser qui le troubla. Puis, elle lui injecta de l'opium dans le cou et s'éloigna rapidement. Soudain, Ryo apparut. Karima dégaina son épée et les deux se battirent férocement. Karima tenta de couper Ryo en deux, mais Ryo était agile et se défendait toujours bien. Il a même fait tomber l'épée de Karima de ses mains et a essayé de l'empêcher de poursuivre la nonne. Pourtant, la nonne n'a pas échappé car Soji l'a tuée avec un talisman chanceux. À ce moment-là, Ryo a dit qu'il avait 2 objectifs, puis une flèche a volé vers lui et le docteur a dit qu'ils étaient 3 maintenant. Ryo a sauté si vite que Soji a commencé à douter qu'il soit humain. Ailleurs, le juge Isarazawa a été convoqué à son bureau
Il s'inclina lorsque le juge lui demanda comment il pouvait le servir. Isarazawa devina que l'affaire était sérieuse en raison de la présence de Shishido, le superviseur du syndicat. Puis Shishido demanda au juge à propos de la pièce d'or mordue. Le juge dit que c'était juste une rumeur que les gens répandaient, demandant qui croirait que trouver une pièce d'or mordue signifiait que leur ennemi mourrait du jour au lendemain. Isarazawa dit que cela avait commencé avec une personne suspecte qui avait pris de l'argent pour tuer quelqu'un, mais que l'affaire avait échappé à tout contrôle. Shishido a dit qu'il ne pouvait toujours pas ignorer la rumeur, surtout si elle était liée à la mort de Sakata. Il a ensuite montré à Isarazawa des chaussettes qui appartenaient à Sakata, un cadeau du syndicat. Le juge a remarqué des taches de sang sur les chaussettes et a ordonné à Isarazawa d'enquêter sur la mort de Sakata. Ensuite, Isarazawa a quitté le bureau du juge avec Shishido. Shishido supplia Isarazawa de traduire en justice les meurtriers de Sakata. Isarazawa a dit qu'il essaierait, mais ne savait pas s'il y aurait assez de temps pour enquêter sur la malédiction de l'or mordu. Shishido a dit qu'il trouverait peut-être des preuves dans l'affaire Satsuma, en cherchant le meurtrier de Sakata. Puis Isarazawa a confronté Shishido au sujet de son trafic d'opium. Shishido a dit que ses affaires d'opium l'avaient aidé à monter en grade. Sans ses propres sources d'opium, il n'y aurait pas de crime d'opium à enquêter. Puis Isarazawa a sorti un poignard, le mettant au cou de Shishido, disant qu'il aimait une fille qui était devenue accro à l'opium, et maintenant son visage ressemblait à un crâne. Il a admis qu'il avait essayé de ne pas s'en occuper, pensant que cela ne concernait que Sakata, mais maintenant il ne pouvait pas garantir sa propre sécurité. Les événements se sont déroulés rapidement après cela. Karima a dit à Yuen qu'il n'était pas sûr de devoir peindre la femme qui l'avait poussé au suicide. Avant que Yuen ne puisse répondre, Karima a dit qu'il n'avait pas d'autre choix parce qu'il ne pouvait pas lui échapper, même les yeux fermés. Alors qu'ils marchaient ensemble, ils se sont arrêtés devant un magasin et sont entrés. Karima a commencé à peindre avec un pinceau. Après être partis, ils se sont arrêtés quelque part et Yuen a dit à Karima de parler au propriétaire du magasin s'il avait besoin de quelque chose. Karima a demandé si Yuen était sorti avec lui juste pour ça et Yuen a retourné la question en demandant à propos du nom Taishin qu'il avait remarqué signé sur les pinceaux dans le magasin. Karima se souvenait d'avoir signé avant comme Tai et a expliqué qu'il avait ajouté une lettre de son propre nom pour le compléter. Yuen a dit que c'était un honneur. Yuen a dit à Karima qu'il l'avait amené là parce que c'était calme et que dans les jours à venir, Karima aurait du mal à trouver du temps pour se reposer ou manger avec toutes les demandes qui afflueraient. Karima est resté silencieux. Yuen a continué, disant que quand cela arriverait, Karima pourrait laisser derrière lui son ancien nom et son passé et vivre en tant que peintre Taishin. Karima a demandé s'il pouvait faire cela sans paraître égoïste. Yuen a dit « Tous les Avengers ne peuvent pas vivre paisiblement en société », mais Korima était différent puisqu'il était sur le point de créer une nouvelle vie en tant que Taishin. Korima répondit que ce n'était pas son intention. Tuer le père de sa fiancée et son patron lui avait laissé un fardeau moral dont il ne serait pas libéré tant que ce ne serait pas résolu. Yuen demanda pourquoi Korima tuerait une fois que tous ses problèmes seraient résolus. Yuen quitta le complexe, mais une voix de New l'arrêta, disant que ce serait beaucoup plus facile si Korima disait qu'il avait l'intention d'arrêter de tuer. Yuen a demandé combien elle avait entendu, et New a admis qu'elle avait pensé à tuer Korima s'il disait qu'il prendrait sa retraite. Puis elle a demandé pourquoi Yuen avait mentionné partir, sachant qu'il est interdit de quitter Ryubenji. Yuen a dit qu'il voulait voir si Korima valait la peine d'être tué. New a demandé si la conversation n'était qu'un test. Alors que Yuen marchait avec New, un homme déguisé passa. Yuen s'arrêta et vérifia sa piste. New supposa qu'il y avait une autre convocation. Yuen dit que c'était probablement à propos de son entrée dans le Chinatown quelques jours plus tôt. Pendant ce temps, Korima est allé dans un bar où quelqu'un l'a salué et l'a dirigé vers le fond. La serveuse a demandé s'il voulait du saké. Il a dit qu'il voulait juste quelque chose à manger, mais a vite commandé une bouteille de saké avec la nourriture. Pendant qu'il mangeait et buvait, il se remémorait les paroles de Yuen jusqu'à ce qu'un autre client l'interrompe, disant que Korima avait l'air préoccupé. La serveuse s'est excusée d'avoir fait partager sa table à Korima. L'homme s'assit en face de Korima, s'excusa d'avoir dérangé, et Korima lui demanda s'il était prêtre. L'homme dit qu'il n'était pas très pieux, mais expliqua ensuite que si un prêtre conduit les rites funéraires et prie pour les morts, le travail d'un samouraï est de tuer des gens. Korima le réprimanda pour avoir dit cela en tant que prêtre. Le prêtre répondit que pour lui, condamner le meurtre était une étrange plaisanterie, parce que la vie continue en prenant la vie des autres. Le prêtre a alors commencé à expliquer sa philosophie sur la vie et la mort, et a dit à Korima de ne pas s'inquiéter pour quelque chose d'aussi trivial que tuer. Soudain, Korima s'est levé, a payé sa note en disant qu'il se sentait ivre, et est parti. La serveuse a été surprise par le paiement généreux, mais Korima a dit qu'il avait aussi payé la note du prêtre. De l'autre côté, Yuen a rencontré un prédicateur qui lui a dit que les récents actes du groupe Ryubenji à Chinatown étaient impardonnables, mais seraient considérés comme une exception maintenant qu'il connaissait le véritable pécheur. Le prédicateur a averti que si le poison se répandait davantage dans la ville, cela noierait la ville dans l'oubli et a ordonné à Yuen de se venger de Liu. Une nonne a ensuite donné à Yuen une pièce d'or. Yuen a demandé à propos de la pièce d'or Kuban mordue, mais le prédicateur a dit que la pièce devant lui appartenait à un martyr qui est mort à Shimabara et attendait vengeance. Yuen a demandé pourquoi on lui avait alors ordonné de se venger de Liu, et le prédicateur a dit que c'était urgent parce que s'il n'agissait pas rapidement, les gens de Liu obtiendraient l'opium de Matsumine. Yuen est resté silencieux, et le prédicateur a dit que tout serait perdu si les gens de Liu obtenaient l'opium. Le prédicateur a également dit qu'il ne pouvait faire confiance à aucun autre vengeur à Nagasaki avec la pièce d'or de Shimabara.
Quand Yuen retourna auprès de ses compagnons, Tsuji prit la pièce d'or, l'admirant et disant qu'elle était rare et qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Tsuji pensait qu'ils étaient tous condamnés après avoir découvert que le prédicateur était au courant de leur entrée dans Chinatown depuis des jours. Korima demanda à propos de la morsure de la vengeance et Yuen expliqua que c'était un ordre direct du prédicateur. Il devait tuer Liu rapidement. Le docteur a supposé que ce n'était pas une vengeance ordinaire et s'est demandé pourquoi le prédicateur agissait de manière inhabituelle. Yuen a dit qu'il ne savait pas. Quand Korima a essayé de s'opposer, rappelant que la vengeance se mesure à la profondeur de la rancune, pas à l'argent, Tsuji a dit que ceux qui organisaient la vengeance avaient dit que la morsure n'était pas nécessaire, donc ils devaient la mener à bien. Niu, il n'y avait aucun intérêt à se battre entre eux. Niu a demandé ce qu'il ferait puisque Yuen avait fixé les règles. Tsuji a demandé si sa suggestion était de rendre l'or. Le docteur a dit que le prédicateur ne les laisserait pas s'en tirer comme ça. Korima a dit que le prédicateur et ses partisans avaient brisé leur chemin. Tsuji a averti que défier le prédicateur causerait des problèmes avec tous les Ryubenji de Nagasaki. Yuen a dit qu'au moins, il devait connaître le véritable objectif du prédicateur. Yuen a supposé que l'or n'était qu'un test de leur loyauté. Tsuji a demandé à Niu de retourner à Chinatown pour trouver des adversaires pour Liu prêts à mordre la pièce d'or. Au même moment, Yuen donna le même ordre à Niu. Korima pensait correctement que Liu introduisait de l'opium, mais aucun d'eux ne connaissait le but du prédicateur pour le tuer. À la demeure de Shishido, le même prêtre que Korima avait rencontré plus tôt était là. Shishido remercia le prêtre d'avoir voyagé jusqu'à Nagasaki. Le prêtre dit qu'il était un homme de foi qui allait là où on l'appelait. Il avait entendu dire qu'un groupe prévoyait de se révolter contre le juge si on le payait bien. Shishido dit que ce groupe avait commencé à fatiguer leur propriétaire dernièrement. Le prêtre comprit pourquoi il avait été appelé. Shishido demande si cela causerait des problèmes pour lui. Le prêtre a dit qu'il était prêt tant qu'une marque de vengeance était laissée. Shishido était reconnaissant pour sa gentillesse et a commencé à mordre des pièces d'or avant de les placer devant le prêtre. Le prêtre a dit qu'elle ressemblait à de profondes rancunes. Pendant ce temps, Niu est arrivée à Chinatown, mais a été rapidement capturée par Liu et n'a pas pu s'échapper. Liu a demandé pourquoi elle s'était introduite sur son territoire et quel problème elle avait avec lui. Avant que Liu ne puisse faire du mal à Niu, la voix de Korima l'a arrêtée. Korima a demandé ce que Liu avait l'intention de faire, puis s'est renseigné sur l'opium appartenant au directeur financier de Satsuma. Soudain, Liu tomba, touché par une balle alors que le prêtre déclarait être venu pour se venger. Après que Léo ait été blessé, Korima s'assit à côté de lui, perplexe, en demandant « Où a-t-il été touché ?» Niu lui dit d'attendre le médecin. Pendant ce temps, un homme nommé Yutaro apparut et essaya de se débarrasser de Léo qui respirait encore, mais Tsuji bloqua le chemin de Yutaro et lui dit que la tête de Léo valait autant qu'une précieuse pièce d'or. Ailleurs, le prêtre et le sniper discutaient. Le prêtre demanda au sniper d'envoyer un signal à Yutaro pour le rappeler, disant qu'il ne s'était même pas présenté correctement. Au même moment, Yutaro était sur le point de se confronter à Tsuji, mais partit rapidement après avoir vu le signal de ses camarades. Korima courait ailleurs, emportant Léo, qui continuait à demander à Korima de le tuer. Korima lui dit que personne n'avait encore mordu la pièce d'or et demanda pourquoi il voulait l'opium. Léo répondit « Qui veut de telles saletés ?» Korima dit « Alors nous sommes du même côté ». Léo était stupéfait. Korima expliqua que l'opium introduit en contrebande par le directeur Matsuma devait être brûlé pour qu'aucune trace ne subsiste. Léo demanda qui donnait les ordres et Korima dit qu'il n'avait pas de maître. Il posa la même question à Léo, mais Léo resta silencieux. Korima partagea qu'il avait été comme lui, suivant aveuglément les ordres et tuant un homme qui était comme un père pour lui. Il avertit Léo de ne pas faire la même erreur et d'étudier attentivement son ennemi. La scène changea. Après avoir examiné Léo, le médecin a dit à tout le monde que la balle était ressortie, donc Léo avait de bonnes chances de survie. À ce moment-là, Yuen a suggéré qu'ils se rendent tous ensemble à la clinique, car l'endroit où il se trouvait était dangereux. Retour en arrière. Léo se tenait devant ses hommes, déclarant fermement qu'il ne laisserait personne échapper à son emprise parce qu'il visait à détruire l'opium dans l'Empire Qing. Puis un des serviteurs de Léo lui demanda de venir voir quelque chose. Quand Léo le suivit, il vit sa sœur Sho fumer de l'opium et fut choqué. De retour au présent, Léo a repris conscience après le traitement et a murmuré qu'il devait détruire l'opium. Dehors, le docteur s'assit avec Nu et Tsuji, expliquant que les Qing vendaient du thé, de la soie et de la porcelaine aux Anglais, mais que les Anglais avaient commencé à pousser l'opium indien parce qu'ils n'avaient rien d'autre à échanger. Tsuji commenta « Tu travailles dur pour apprendre le commerce, puis tu te retrouves accro à l'opium. » Le docteur dit que l'opium se répandait comme une traînée de poudre, difficile à contrôler, surtout que l'interdire fâcherait les Anglais, qui en tiraient d'énormes profits. Nu ouvrit une bande dessinée qu'elle avait avec elle pendant que le docteur disait que l'empereur Qing avait essayé d'éliminer l'opium en nommant un superviseur connu pour sa réputation irréprochable. Ce superviseur était le commissaire Léo, dit Tsuji, donc Léo est un serviteur qui rapporte directement au shogun. Nu se demandait quel était le lien de Léo, puisque toutes ces choses venaient de l'extérieur du pays, et a demandé pourquoi il s'était impliqué. Le docteur détourna le regard et dit à Nu qu'elle serait surprise de voir à quel point tout était vraiment connecté. Le docteur entendit alors Karima dire à Léo de ne pas bouger, alors il entra et dit à Léo qu'il avait informé Chinatown qu'il était toujours en vie, mais que revenir maintenant n'aiderait pas compte tenu de son état. Léo a demandé pourquoi le docteur agissait comme un docteur alors qu'il était en réalité un tueur à gages. Le docteur a dit que leur travail impliquait la vengeance basée sur des pièces d'or mordues, mais qu'il ne s'occupait pas de tuer un client servant l'empereur Qing.
Karima a suggéré à Léo de faire équipe avec eux pour éradiquer l'opium, mais Léo a répliqué, l'accusant de folie. Yuen est intervenu, demandant à Léo d'être gentil avec Karima et a expliqué que Karima avait beaucoup perdu à cause de l'accord sur l'opium par le directeur financier de Satsuma. Yuen a ajouté que Karima avait perdu le père de sa fiancée et le clan qu'il servait. Yuen a offert un verre à Léo et a demandé calmement comment il en était arrivé là. Léo a dit que les commerçants anglais essayaient d'éviter les questions sur la contrebande, alors ils cachaient leur stock d'opium dans d'anciens ports à Singapour, Calcutta et Nagasaki. Pendant que Léo parlait, New écoutait tranquillement jusqu'à ce qu'ils disent que quelqu'un ciblait l'opium amené à Nagasaki. Tout le monde écoutait en silence lorsque Léo a dit que la quantité d'opium était massive et incontrôlable, mais que les Anglais se remettraient et l'achèteraient à bas prix. Le docteur a dit que Karima avait déjà tué Matsumine, mais que l'opium qu'il avait introduit en contrebande à Nagasaki avait été volé par quelqu'un d'autre. Yuen a dit que le voleur était probablement un groupe japonais avide ou les Anglais, notant que le commissaire de l'empereur avait de nombreux ennemis. Léo s'est mis en colère, disant que c'était un problème de son pays et que cela ne les regardait pas. Pendant ce temps, Tsuji est apparu ailleurs. Très contrarié, Nu a demandé pourquoi et Tsuji a demandé quel était vraiment leur travail. Quand elle a dit qu'ils n'avaient pas de travail, Tsuji a dit « Ils sont payés et tuent quelqu'un simplement, alors comment finissent-ils par aider un fonctionnaire Qing ?» Nu a demandé ce qu'il faisait, mais comme personne n'a mordu la pièce d'or, Tsuji a dit que cela ne signifiait pas. Nu a dit qu'il n'obtiendrait pas de gros morceaux d'or. Et Tsuji a ajouté que le pire était qu'il causait des problèmes avec la guilde. Nu l'a rassuré en disant que s'inquiéter était inutile et que Yuen pensait certainement à une solution. Ailleurs, le docteur tenait la balle qui avait traversé le corps de Léo, disant à Yuen qu'au moins il connaissait la cible de Léo, mais ne savait pas qui lui avait tiré dessus, ni qui avait volé l'opium de Matsumine. Yuen restait silencieux. Le docteur demanda pourquoi la guilde avait ordonné une vengeance sur Léo et s'il connaissait son identité. Il a supposé que si la guilde cherchait à se venger en sachant qui était Léo, il devait être du côté de la contrebande d'opium. Yuen a convenu que c'était probable. Le docteur a dit que la nouvelle de leur protection de Léo s'était probablement répandue. Yuen a dit qu'il rencontrerait le chef de la guilde samedi, le confronterait et rendrait l'or après avoir découvert la vérité sur Léo. Le docteur s'est arrêté et Yuen lui a dit de prendre les choses en main si quelque chose lui arrivait. Léo s'est réveillé et a essayé de se lever, mais Karima l'a arrêté, avertissant que c'était dangereux. Pourtant, Léo a insisté pour aller à Chinatown pour dire à ses hommes que l'opium ne devait jamais rentrer à la maison. Karima lui a rappelé qu'il pouvait mourir. Léo a dit qu'il accomplirait son devoir de guerrier, quel qu'en soit le coup. À Chinatown, un vieil homme a demandé des nouvelles de Léo. Un homme a dit qu'il était peut-être mort, mais le vieil homme en doutait. Il a dit qu'il informerait l'union commerciale de Nagasaki, et si Léo était vivant, il reviendrait. Soudain, Yutaro entra avec le prêtre, qui dit qu'ils étaient venus pour se venger. Les hommes du vieil homme renversèrent ce prêtre et Yutaro, mais le prêtre dégaina rapidement son épée, les poignardant et déclarant que sa cause était la vengeance. Ailleurs, Karima marchait avec Léo qui lui demanda pourquoi il continuait à poursuivre l'opium malgré sa vengeance comme l'avait dit le docteur. Karima répondit que c'était parce qu'il avait échoué à sauver la femme qu'il aimait et l'avait laissé mourir. Ailleurs, le sniper du prêtre lança une bombe sur un navire qui explosa. Karima alla enquêter mais revint pour trouver un assassin essayant de tuer Léo. Karima arrêta l'assassin juste à temps mais Léo était dans un état critique. Léo a demandé des nouvelles de ses camarades au port. Karima a dit qu'ils étaient tous morts. Léo s'est blâmé, disant que ses soldats et amis étaient sa responsabilité. Il a ensuite avoué à Karima qu'il détestait l'opium parce que sa sœur en était devenue accro et qu'il ne voulait pas mourir avant de la venger. Karima lui a dit de mordre la pièce d'or et de leur faire confiance pour sa vengeance. Ailleurs, l'assassin Sochi s'excusa auprès du prêtre d'avoir fui et échoué à tuer Léo. Pendant que le prêtre le réprimandait, son serviteur vint dire que Shishido attendait. Le prêtre rencontra Shishido, qui rencontra le saint de la guilde, qui dit que Yuen et ses alliés n'avaient aucun lien avec la guilde. Shishido a dit que les actions de Yuen et de son groupe étaient terrifiantes, attaquant Chinatown sous la protection de l'union commerciale de Nagasaki. Il a demandé l'avis de la sainte sur le fait de mordre une autre pièce d'or, et elle l'a permis, puis Shishido a avoué qu'il était attristé par la mort de Léo avant de révéler qu'il possédait tout l'opium. Le prêtre a demandé pourquoi il n'avait pas fait passer de l'opium en contrebande dans le Qing, et Shishido a dit que son plan était d'inonder d'abord Nagasaki d'opium. Après cela, Yuen a rencontré Isarizawa. Isarizawa a dit que le juge ne cesserait de réclamer leur tête parce qu'ils avaient causé une agitation dans le quartier de Chinatown en plein jour. Yuen a répondu qu'il n'était pas à blâmer. Le chaos s'est produit parce que Shishido les a induits en erreur. Pourtant, Isarizawa a dit que le syndicat commercial était catégorique sur le fait que les Ripenji avaient causé la perturbation et tué Léo, l'envoyé de l'empereur Qing. Yuen les a défendus, disant que le syndicat savait qui était vraiment responsable. Isarizawa a marqué une pause, puis Yuen lui a rappelé que Léo avait été envoyé à Nagasaki pour éradiquer l'opium, ce qui menaçait les opérations du syndicat. Isarizawa a révélé qu'il y avait un rebelle dans le syndicat, Shishido, le superviseur général du syndicat. Les yeux de Yuen s'écarquillèrent de choc. Isarizawa expliqua que Shishido avait juré de mordre l'or pour se venger des gens de Chinatown. Quand Yuen ne montra aucune réaction, Isarizawa continua, disant que Shishido renforçait ses liens avec le prêtre étranger, tout en coupant les connexions avec d'autres vengeurs. Isarizawa dit alors à Yuen qu'il était prêt à le soutenir s'il voulait de l'aide pour gérer cela.
Yuen a dit que Shishido deviendrait un jour le superviseur général du syndicat, alors pourquoi ferait-il tout cela? Isarizawa a dit qu'il pensait au départ que Shishido s'amusait simplement parce qu'il était un riche vaurien, mais il a été choqué que Shishido ait incité Sakata contre lui. Le prochain objectif de Shishido était de transformer Nagasaki en un immense repère d'opium. Yuen a demandé ce que Shishido espérait gagner. Isarizawa a dit qu'il ne savait pas. Yuen a dit qu'il devrait alors enquêter. À l'auberge, Hana est entrée dans la chambre de Soji, mais a été surprise de la trouver complètement saccagée. Pendant ce temps, Soji et Karima fuyaient vers le toit de l'auberge après avoir été attaqués. Soji a suggéré à Karima de trouver une cachette, tandis que lui-même disparaîtrait un moment pour éviter des ennuis à Hana et sa famille. Ailleurs, Shishido a rassemblé plusieurs artistes maquis et leur a montré une œuvre d'un artiste célèbre nommé Tenzan. Il a demandé à tous les artistes maquis, y compris Yuen, d'aider à peindre l'œuvre et à compléter ce que l'artiste avait laissé inachevé, en faisant un hommage. Shishido a offert à Yuen de diriger le projet parce qu'il était convaincu que Yuen le décorerait magnifiquement. À la surprise de Shishido, Yuen a refusé. Shishido a demandé pourquoi. Yuen a dit qu'il ne pensait pas que l'œuvre avait abouti comme Tenzan l'avait prévu, puis Yuen a levé la tête et a dit, en tant qu'artiste, son objectif était l'expression. Il ne mettrait pas cette œuvre en exposition publique. Shishido a convenu, disant que de nombreuses œuvres que leur créateur qualifiait d'échecs étaient plus tard réévaluées comme de l'art magnifique. Yuen a demandé s'il croyait que cela s'appliquait à cette œuvre. Shishido a dit qu'il croyait que Tenzan était né pour créer cette œuvre. À ce moment-là, un artiste a interrompu Shishido, demandant si la peinture accrochée au mur était de l'artiste qui faisait récemment parler de lui. Shishido a confirmé et a dit qu'il avait été extrêmement difficile de l'obtenir. L'artiste a dit que la peinture semblait si réaliste. Shishido regarda Yuen avec malveillance et dit « Celui qui a donné le pinceau à cet artiste doit être une personne cruelle ». Yuen a demandé ce qu'il voulait dire. Shishido a dit qu'il pensait que la fille peinte sur l'image n'était plus en vie, à en juger par le désespoir et le remords dans son expression. Shishido a continué, disant que c'était comme si la peinture était faite de la chair même du peintre. Yuen a dit que les gens gèrent le chagrin de différentes manières, et il pariait que c'était la façon du peintre Taishin d'exprimer son art. Shishido a dit qu'il souhaitait voir plus de ce peintre et espérait qu'il pourrait recréer clairement l'image d'une personne perdue. Puis Shishido se demanda ce qu'il adviendrait de l'artiste. Yuen dit que tant qu'il pourrait affronter son chagrin sans détourner le regard, il trouverait sûrement le salut avec le temps. Shishido dit que c'était ennuyeux parce qu'il ne voyait pas l'artiste comme ayant besoin de salut. Il était sûr qu'une souffrance limitée créait un art beaucoup plus beau et que son art vibrait à cause de cette souffrance. À la clinique, le docteur préparait à manger tandis que Nyu et Soji jouaient au sudoku. Soji exprima bruyamment son étonnement que le docteur puisse préparer un repas avec un seul radis daikon et lui demanda de le garnir avec un C. Poisson Abramus. Le docteur a demandé à Soji et Nyu s'ils avaient adopté l'enfant pour un moment. Soji a rapidement changé de sujet, disant qu'il était traqué et que ces gens pourraient l'attaquer à tout moment. Nyu a dit que Karima avait aussi passé la journée à froncer les sourcils chez Yuen. Le docteur a demandé s'il pouvait l'aider un peu. Soji a dit qu'il n'était pas assez instruit pour comprendre la médecine occidentale. Nyu a plaisanté en disant qu'elle était douée pour tuer, mais ne savait pas comment guérir. Nyu se demandait quelles nouvelles actions de vengeance entreprendre. Soji lui rappela qu'il s'était affronté avec la chapelle. Le docteur dit que Yuen était en route pour voir la chapelle et pourrait revenir avec une pièce d'or. Soji fut choqué que Yuen aille seul à la chapelle après tout ce qui s'était passé. Le docteur expliqua que Yuen allait soumettre un rapport et rendre l'or après avoir tué Léo. Soji se mit en colère contre le docteur pour avoir laissé Yuen partir seul, sachant qu'il pourrait ne pas revenir vivant. Soji se leva alors, disant qu'il se rendait à la maison de jeu pour soulager son stress. Nyu essaya de l'arrêter, lui rappelant qu'il était traqué, mais il l'ignora et partit. Pendant ce temps, la chapelle dit à Yuen qu'il ne s'attendait pas à une telle vengeance ratée sur Léo, mais que le résultat final était approprié, donc il passerait l'éponge. Yuen a dit que le but de Léo n'était pas de répandre l'opium à Nagasaki, mais de l'éradiquer. Puis Yuen a demandé pourquoi la chapelle avait ordonné une vengeance sur Léo alors qu'il était un envoyé Qing, envoyé pour éliminer l'opium. La chapelle a dit que Yuen était assez sage pour ne pas s'immiscer dans des affaires qui ne le concernaient pas. Yuen a dit qu'il avait rencontré un homme appelé Shishido, le superviseur général du syndicat du commerce de Nagasaki. Yuen leva les yeux vers la chapelle et demanda pourquoi le morceau d'or laissé par les martyrs de Shimabara n'avait pas les marques de dents de Léo, et pourquoi Shishido n'en gardait ni rancune ni colère. La chapelle dit que les pensées de Yuen ne feraient que le conduire à rejeter les choses et à s'écarter de la foi. Yuen ferma les yeux et dit que Shishido transformerait Nagasaki en enfer et répandrait l'opium. La chapelle a dit que cela pourrait être la volonté de Dieu, et si le pays se noie dans l'opium, cela signifie qu'il a suffisamment péché pour mériter un tel châtiment de Dieu. Yuen a objecté, disant qu'ils avaient encore le devoir de venger ceux qui ont été trompés, même si un châtiment divin attendait les coupables. Yuen a ensuite sorti un morceau d'or avec les marques de dents de Léo et a dit à la chapelle qu'il portait la rancune de Léo contre ceux qui ont trompé et tué ses camarades. En tant que vengeur, il ne pouvait ignorer cette morsure. Yuen partit, laissant la chapelle derrière. Yuen retourna ensuite voir Karima et lui dit que Shishido était responsable de la mort de Léo et prévoyait de distribuer de l'opium à Nagasaki. Karima remercia Yuen, disant qu'il serait mort sans connaître la vérité sur le crime. Il promit de faire de son mieux, en tant que samouraï, pour mettre fin au problème de l'opium. Yuen tenait une photo de sa fiancée, Yui, en disant qu'elle pourrait lui sourire après qu'il ait terminé cette mission. Ailleurs, Soji est arrivé dans un bar où un homme lui a dit qu'une femme là-bas avait un vrai talent pour lancer les dés et il prenait plaisir à
jouer avec elle ce soir-là. Les paris ont commencé et Soji a rejoint. Après plusieurs lancers, Soji a gagné beaucoup d'argent. Quand il a essayé de partir, ses compagnons l'ont accusé de gagner et de s'enfuir. Soji leur a crié dessus et a quitté le bar. Sur le chemin du retour, il a failli perdre la tête, se demandant pourquoi la nonne jouait au dé. Soudain, la voix de la nonne est sortie de l'obscurité, lui disant qu'il était sur une série de victoires. Soji essaya de sortir ses outils de jeu de ses vêtements, mais fut choqué de découvrir que la nonne les avait pris. Il commença à la poursuivre, mais elle l'attira quelque part. Elle lui dit que Karima était censée avoir été tuée au château de Surumaru, alors pourquoi ne l'était-il pas? Soji a dit qu'il ne savait pas, mais que Yuen voulait que cela arrive. Elle lui a ordonné d'enquêter avant que toutes les maisons de jeu de la ville ne lui ferment leurs portes. Puis elle a disparu, laissant Soji se demander ce qui se passait. Le lendemain matin, Karima marchait dans la rue, tandis que Sodi et le sniper se cachaient à proximité. Sodi demande au sniper s'il devait tirer sur Karima. Le sniper répondit que Karima était désarmée, mais que cela ressemblait à un piège puisque ses camarades devaient être proches. S'ils le découvraient à cause d'une balle perdue, ce serait leur fin. Pendant ce temps, le prêtre mangeait avec la nonne, lui demandant des nouvelles de Yuen et de son groupe. La nonne a demandé pourquoi il ne mettait pas fin aux choses directement, puisqu'il ne pouvait pas attendre que les vengeurs de Shimabara prennent les choses en main. Elle a suggéré d'envoyer leurs hommes après Yuen et ses alliés. Mais le prêtre a dit qu'ils étaient un groupe talentueux et que les perdre serait un coup dur. Il a poursuivi en disant qu'une fois que l'opium inondera Nagasaki, les Anglais ne résisteront pas à la tentation, plongeant le monde dans le chaos. Ce n'est qu'alors que le rêve de Shimabara se réaliserait enfin. La nonne a dit que cela signifierait qu'il pourrait établir le royaume du Seigneur à Kyushu pour le gouverner. Le prêtre a répondu que son premier souhait était de raviver sa foi. Quant aux dirigeants, il pouvait choisir qui il voulait. Ailleurs, Yuen a rencontré Izurizawa et lui a dit que la contrebande d'opium était un crime grave, même si le chef du syndicat du commerce de Nagasaki était derrière cela. Yuen a dit que si Shishido était exposé, il n'échapperait pas à l'exécution. Izurizawa a dit que Sakata avait une fois prévu de piéger Shishido et de le traduire en justice, mais Shishido a conclu un accord que Sakata était sûr d'accepter. Il a ajouté que si le palais impérial pouvait récupérer l'opium perdu à King, les Anglais ne se soucieraient pas de savoir si c'était le directeur financier de Satsuma ou le chef du syndicat qui gérait l'affaire. Après leur rencontre, Yuen est retourné vers ses amis, mais le docteur lui a barré la route, avertissant que le brouillard épais ne les aiderait pas. Puis Suji est apparu et a demandé à parler brièvement. Suji a dit qu'ils étaient allés à Satsuma plus tôt, parce que Hirata, que Karima a tué, avait mordu dans le morceau d'or avant de mourir. Yuen a demandé pourquoi Suji s'en souvenait soudainement. Suji a dit qu'il voulait vérifier certaines choses et a dit à Yuen qu'il avait demandé à Niu de sonner la cloche après que Karima ait tué Matsumini. Suji a demandé « Pour qui la cloche a-t-elle sonné ?» Yuen est resté silencieux. Suji a supposé que ce ne pouvait pas être pour Hirata puisqu'il était mort depuis longtemps. Avant que Yuen ne puisse répondre, Suji a ajouté que la fiancée de Karima portait aussi une cloche et a demandé à Yuen s'il l'avait fabriquée. Yuen a dit qu'il avait fabriqué la cloche sur les ordres de Hirata pour l'offrir à la fiancée de Karima, Yui. Suji a dit que cela contredisait ce que Karima lui avait dit, puisque Karima avait dit que Yui portait la cloche quand elle s'est suicidée. Cela signifiait que quelqu'un avait voyagé jusqu'à Satsuma pour livrer la cloche à Yui. Le docteur supposa qu'Hirata avait pu la lui envoyer par quelques moyens avant de mourir. Yuen se souvint du moment où Hirata avait reçu la cloche de lui et avait dit que Yui l'aimerait, même si elle semblait un peu voyante pour une fille de la campagne. Yuen s'inclina, admettant qu'il avait entendu à quel point sa mission était dangereuse, et demanda à Hirata de rentrer sain et sauf. Hirata demande si les Avengers accepteraient de se venger pour lui. Yuen a dit que ce serait une blague de mauvais goût s'il refusait. Hirata a dit qu'un assassin féroce le poursuivait, mais que cela ne le dérangeait pas. Il voulait graver sa rancune contre ceux responsables de la contrebande d'opium au Japon. Pourtant, il se demandait si la pièce d'or Koban pouvait porter sa vengeance jusqu'à la lointaine Satsuma. Yuen l'assura que la pièce Koban atteindrait les coins les plus reculés de la Terre. De retour au présent, Yuen a dit qu'il était celui qui avait donné la cloche à Yui et lui avait personnellement remis le souvenir de son père. Suji a demandé comment allait Yui après la mort de son père. Yuen se souvenait quand Yui tenait la cloche et disait que les Avengers vengeraient son père. Yuen lui a dit que les Avengers détenaient maintenant de l'or gravé avec la vengeance de Hirata de ses derniers instants. Il l'a assuré qu'il ne faudrait pas longtemps avant que Matsumine, le directeur financier de Satsuma, soit puni. Alors peut-être que la cloche sonnerait pour son père. Yui s'est soudainement mise à pleurer, disant que Matsumine ne pourrait jamais quitter Satsuma. Alors qui a tué mon père a-t-elle demandé. Yuen a dit que le nom du tueur était Karima. Yui regarda la cloche avec stupéfaction disant « Impossible, Karima allait m'épouser ». Ce n'est qu'alors que Yuen réalisa qu'Hirata avait été tué par le fiancé de sa fille. Yui s'effondra, pleurant que Karima avait dit qu'il renoncerait à son nom pour hériter de la famille Hirata et qu'il était prêt à se sacrifier pour la protéger. Elle se demanda s'il se moquait d'elle et de son père depuis le début. Yuen la réconforta, disant que si Karima servait Matsumine, l'épée de la vengeance l'atteindrait sûrement. Yui a demandé à Yuen de tuer Karima, elle mordit le morceau d'or et le leva aux yeux de Yuen, le suppliant de poursuivre Karima jusqu'au bout du monde et de le faire payer. Malgré les supplications continues de Yui pour que Yuen tue Karima, Yuen prit le morceau d'or et lui dit de considérer la vengeance de Karima comme accomplie. Suji dit, sans aucun doute, Yui détestait profondément Karima. Yuen dit que lorsqu'il a appris la vérité, il a pensé à rendre le morceau d'or, mais Yui était déjà morte. Suji a dit que cela signifiait qu'il ne pouvait pas rendre la pièce, et il se sentait aussi désolé pour Karima, incapable de le tuer. Puis Suji a dit avec colère, les actions insensées
insensés de Karima ont provoqué le raid du quartier chinois et causé des ennuis avec le prêtre, et maintenant, il ne pouvait plus se déplacer librement. Suji a regardé la pièce d'or et a dit que c'était peut-être mieux de mener à bien cette vengeance. Le docteur a demandé s'il voulait dire après que le problème Shishido soit réglé. Suji a dit que le timing n'avait pas d'importance. Ils étaient des vengeurs avec de l'or empoisonné et ne se souciaient pas du temps. Le docteur a demandé si Suji pouvait tuer Karima après avoir vu son regret. Suji a dit qu'il n'était pas le premier à tuer pour quelque chose d'immérité, et peut-être que certains qu'ils avaient tués auparavant regrettaient aussi leurs actions. La scène a changé pour montrer Suji suivant Karima comme une ombre. Quand Karima a demandé pourquoi, Suji a dit que Yuen lui avait demandé de le faire au cas où Karima agirait imprudemment. Karima était surpris. Suji lui a rappelé le moment où Ryo est mort et que la balle a frappé silencieusement. Il a averti Karima de ne pas venir le voir plus tard, en pleurant et blessé. Karima a dit que si cela arrivait, il lui laisserait le soin. Suji a dit qu'il ne pouvait pas être ému. Karima a dit que Ryo avait aussi mordu l'or, et parmi les Avengers, mordre l'or était comme un serment. Alors qu'il marchait, Karima se retourna soudainement et jeta tout son corps sur Suji pour le sauver d'une balle perdue tirée par les partisans du prêtre. Pendant ce temps, le sniper demanda curieusement à Sodi où étaient les partisans de Karima et Suji. À ce moment-là, Yuen était dans le bureau d'Isarizawa, lui parlant d'un navire suspect qui naviguait la nuit et revenait avant l'aube. Isarizawa a pointé une carte et a dit que les Anglais avaient construit ce phare au large de la côte lorsqu'ils sont venus pour la première fois à Nagasaki. Si le syndicat violait leur zone, ce serait un crime grave. Yuen a dit qu'il avait envoyé quelqu'un pour vérifier l'endroit. Au port, Yotaro était assis sur un navire, disant que travailler avec un client généreux était formidable. Soudain, Yotaro s'est effondré devant New et lui a dit qu'ils allaient et venaient souvent de cette île, alors pourquoi était-elle surprise ? Nu a dit qu'elle était nouvelle à ce genre de choses. Yotaro lui a pris la main, disant que ses mains étaient trop douces pour une marin. Nu a arraché sa main, a sauté dans l'eau et quelqu'un a demandé à Yotaro s'il devait la poursuivre. Yotaro a dit que ce n'était pas nécessaire puisque toute sa bande reviendrait bientôt. Ailleurs, Shishido prenait des photos d'une femme avec un appareil photo, parlant au prêtre de combien il aimait capturer les émotions des gens et comment les appareils photo facilitaient cela. Shishido lui a dit que Yuen et ses amis avaient trouvé l'emplacement de l'île. Shishido souhaitait qu'il l'ait découvert plus tôt et a demandé au prêtre de les tuer tous en une fois. Ailleurs, Karima s'excusa auprès de Yuen de les avoir entraînés dans l'affaire de l'opium, disant que Suji avait tout à fait raison de vouloir se venger. Yuen remarqua que Karima avait peint de nombreux tableaux et dit qu'il l'avait invité à être un vengeur parce qu'il pensait que Karima ne pouvait pas vivre sans son épée après avoir perdu son statut de samouraï. Mais Karima avait trouvé un nouveau chemin dans la vie à travers la peinture. Quelques instants plus tard, Yuen et ses alliés partirent en mission de vengeance contre le prêtre. Au port, l'un des travailleurs du navire se demandait curieusement ce qu'il y avait dans les caisses chargées sur le navire et pourquoi elles étaient envoyées sur l'île à un tel moment. L'un des compagnons de l'homme a dit qu'il y avait quelque chose de suspect dans toute cette affaire. Alors que cette conversation avait lieu parmi l'équipage, le docteur a tiré une flèche enflammée sur le navire et a ordonné à l'équipage de sauter dans l'eau s'il voulait survivre. Tout le monde a sauté dans l'eau. De l'autre côté, New et Yuen sont apparus ailleurs. New a commencé à chasser les hommes avec ses fils, disant à Yuen qu'il y en avait trop et lui demandant s'il voulait revenir plus tard. Yuen a dit non, expliquant que Karima et les autres étaient déjà occupés, donc il devrait être plus dur ce soir et finir les choses. Pendant ce temps, Karima, le docteur et Soji étaient sur l'île de Shishido, chacun se battant pour repousser les hommes de Shishido, qui avaient dégainé leurs épées contre eux. Le docteur était particulièrement habile à parer leurs coups, tuant même beaucoup d'entre eux. En quelques instants, ils avaient éliminé tous les hommes de Shishido. Mais Soji remarqua que l'autre équipage de Shishido se cachait et se demanda d'où il pouvait observer. Karima dit qu'il devait simplement continuer et trouver la cache d'opium. Le docteur a indiqué où c'était. À ce moment-là, Yutaro se tenait avec Sodi et d'autres au sommet du phare, surpris de voir que seulement 3 Avengers étaient venus de leur côté. Le sniper a dit que si seulement 3 étaient venus, les autres devaient être allés à la maison de Shishido. Le prêtre a alors parlé, avertissant qu'ils mourraient d'une mort terrible parce qu'ils les avaient sous-estimés. Ailleurs, les hommes de Shishido entouraient New, mais elle utilisait habilement ses fils pour désarmer leurs armes et les tuer. Yuen a également aidé en mettant des masques dorés sur leurs ennemis et en les éliminant. Soudain, un lion est apparu et a commencé à dévorer les cadavres. De retour sur l'île, nos héros avançaient prudemment. Soji était convaincu que leur ennemi les observait depuis le phare et a demandé quel était le plan. Karima a suggéré de forcer l'ennemi à tirer pour qu'ils puissent localiser leur position. Soji et Karima ont commencé à courir. Le tireur d'élite ennemi a tiré un coup et le docteur a préparé une flèche pour le phare, mais le tireur d'élite ennemi les a surpris avec une balle. Yutaro s'élança par derrière vers Karima et commença à l'affronter à l'épée. En même temps, le docteur tomba au sol tandis que Soji courait vers lui alors que Karima se défendait contre les attaques rapides d'Yutaro. Utaro a nargué Karima, disant qu'il lui ouvrirait le crâne. Pendant le duel, Utaro a failli tuer Karima avec une arme de jet, mais Soji l'a interpellé et a sauvé Karima à la dernière seconde. L'arme a touché Utaro à l'estomac. Pendant ce temps, le docteur tira une flèche sur le sniper avant qu'il ne puisse tuer Karima. Soji était stupéfait. Le docteur dit à Soji d'imaginer leur sort s'il pouvait seulement tirer droit, puis ajouta que les armes à feu n'étaient pas pratiques. À ce moment-là, Soji dit à Karima qu'il s'occuperait du docteur et lui demanda de continuer la mission.
Karima chargea en avant avec son épée et s'arrêta devant le prêtre qui l'attendait. Le prêtre dit que la jeunesse d'aujourd'hui était inutile. Karima fut choquée en voyant le prêtre. Le prêtre lui dit que leur destin était de se rencontrer ainsi à nouveau. Ailleurs, Yowen et Nu se tenaient incertains devant le lion qui était soudainement apparu. Nu l'a revendiqué comme le sien, a essayé de le dompter, mais il l'a renversé. Yowen a commencé à lancer sa magie autour, guidant le lion jusqu'à ce qu'il le pousse dans l'eau et s'en occupe. Puis il a dit à Nu qu'il devait y partir. De retour avec Karima, le prêtre a dit que les marchandises qu'il cherchait se trouvaient dans les grottes supérieures. Mais Karima devait d'abord le vaincre pour y arriver. Le prêtre se leva et défia Karima, demandant si ses compétences à l'épée pouvaient égaler les siennes. Karima leva son épée et se précipita vers le prêtre. Le prêtre bloqua rapidement le coup et demanda où Karima avait appris ce tour. Karima a dit que s'il affrontait Léo maintenant, il lui couperait la tête. Le prêtre a réalisé que Karima avait appris ce mouvement de Léo. Leur duel s'intensifia, les deux parant facilement les attaques. Puis le prêtre dit à Karima qu'il avait gagné et espérait que Karima ne cachait pas d'autres astuces. Le prêtre demanda à Karima de donner ses derniers mots. Karima lui rappela sa phrase précédente, que ce soit avec une épée ou de l'argent, le résultat est le même, prendre une vie. Le prêtre dit qu'il acceptait de l'argent pour tuer et que son travail était la véritable voie de la vie. Karima répondit que la vengeance ne s'achète pas avec de l'argent, mais avec la haine gravée sur l'or. Il dit qu'ils étaient venus en vengeurs pour Léo après avoir mordu l'or. Le prêtre se moqua en disant que même un chien ou un singe pouvait mordre une pièce. Soudain, Karima retrouva des forces et repoussa le prêtre, insistant sur le fait qu'il était temps pour lui de ressentir la douleur de ceux qui l'avaient détruit. Le prêtre demanda quel était leur but en mourant ensemble. Il remarqua la blessure saignante de Karima, le traitant de chien errant cherchant un endroit pour mourir. Karima dit qu'il était prêt à mourir. Le prêtre s'enfuit alors secrètement, appelant Sochi pour finir le travail et tuer Karima. Sochi a essayé de tuer Karima, mais Karima a été plus rapide et l'a vaincu. Karima a ensuite poursuivi le prêtre qui avait atteint la cachette d'opium. Karima a rapidement et légèrement frappé avec son épée, tuant le prêtre. Pendant ce temps, Yowen a rejoint Shishido et a demandé pourquoi il ne s'était pas enfui. Shishido a dit que comme il l'avait prédit, le véritable talent de Yowen n'était pas le plaquage d'or, mais de faire briller la mort et la destruction. Shishido a regardé le ciel et a dit que le soleil se lèverait bientôt, voulant capturer ce moment pour les générations futures. Yowen a dit qu'il ne vivrait pas jusqu'à l'aube. Shishido a répondu qu'il pouvait lui donner tout ce qu'il voulait, mais Yowen a dit que tous les criminels doivent finalement faire face au jugement. Shishido a dit qu'il pouvait remplir le monde des cris des damnés en utilisant son stock d'opium. C'est ainsi qu'il punit les pêcheurs. Yowen répondit que la main de la justice atteint partout sans tout cela. Shishido sortit un pistolet et visa Yozen, mais Yozen fut plus rapide, esquiva le tir, colla un masque doré sur le visage de Shishido et l'acheva. Le lendemain matin, Soji retourna à l'auberge, accueilli par les reproches et les larmes de Hana. Elle demanda où il avait été tout ce temps et où était Karima. Yowen est allé faire son rapport à la chapelle, disant que la vengeance de Léo était accomplie. Le prêtre a dit que la paix reviendrait à Nagasaki pour un moment, mais a averti que le jour du jugement était proche. Ailleurs, Ishirzawa profitait de la compagnie des femmes, flirtant avec elle. La scène se déplaça ensuite vers Yozen, Soji et le docteur se tenant quelque part. Yozen se remémora tristement les souvenirs de Karima, disant que le samouraï Karima était mort victime d'une sombre conspiration à cet endroit. Yozen jeta une pièce d'or marquée par la morsure de Yui et tous trois fixèrent de sa marque.